Tu connais les order blocks, tu connais les fair value gap, tu as regardé des dizaines de vidéos, tu as backtesté et tu as peut-être même un journal de trading. Et pourtant, tu n'es toujours pas funded ou alors tu l'étais, mais tu as cramé ton compte très rapidement. Tu veux que je te dise exactement pourquoi? Parce que tu exécutes des setups sans savoir pourquoi le marché il bouge et où est-ce qu'il veut aller. C'est exactement comme conduire une voiture les yeux bandés. Tu as la technique, tu sais conduire, le moteur est bon, la voiture fonctionne, mais tu n'as pas de visibilité. Et cette visibilité, c'est l'analyse fondamentale. Pas la macroéconomie ultra compliquée, pas du tout. C'est 6 indicateurs, 6 données que tu vas checker en 30 minutes, une fois par semaine, qui vont te permettre d'avoir un biais fondamental et directionnel ultra clair sur tes positions. Dans les 3 prochaines heures, je vais te donner le système complet qui m'a permis d'être funded et de le rester pendant plus de 4 ans, et ce qui a permis aussi à plus de 250 de mes élèves de réussir aussi, de devenir funded avec cette méthode. Dès la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment construire un biais directionnel ultra concret chaque semaine pour avoir une vraie vision et direction fondamentale sur ton trading. Je vais aussi décortiquer en live 3 trades que j'ai pris grâce à cette stratégie qui m'ont permis justement de faire d'énormes profits, que tu puisses voir comment je passe de l'analyse fondamentale à l'exécution dans mes trades et les 4 règles exactes pour adapter tout ça à ton challenge propre firme. C'est exactement la vidéo que j'aurais voulu trouver quand j'ai commencé le trading il y a de ça 5 ans, 6 ans maintenant, mais je ne l'ai jamais trouvée, alors aujourd'hui j'ai décidé de la faire. Rapidement, pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Alexandre, je trade le Forex depuis plus de 6 ans maintenant et exclusivement sur 2 paires, Euro-USD et GBP-USD, c'est tout, rien de plus. J'ai accompagné plus de 250 traders à travers Algora Finance, mon académie, et voilà ce que ça donne très concrètement. La communauté Algora sur l'année 2025, c'est plus de 25 millions de challenges passés, c'est 250 000 $ de payout. Au bas mot, j'ai pas tout calculé au milliers de dollars près, mais je pense qu'on est quasiment au double sur les 2 stats, c'est absolument énorme. Ces résultats, c'est pas de la théorie, c'est des élèves qui appliquent exactement ce que je vais te montrer précisément dans cette vidéo. Ce qui change absolument tout dans mon approche, c'est que chaque trade, il est backé par une vraie compréhension de ce qui se passe sur le marché. La fondamentale, c'est pas juste un filtre, c'est la confirmation ultime, celle qui te fait passer de « je pense que ça va monter » à « je sais pourquoi le marché bouge et je sais où concrètement il va aller ». Voilà du coup comment la vidéo va se dérouler très concrètement, ça va être en 4 parties. La première partie, je vais t'expliquer pourquoi tu stagnes, parce que évidemment, je suis passé par là aussi. J'ai fait les mêmes erreurs, j'ai stagné pendant des années et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Donc je vais t'expliquer 3 de mes anciens trades d'il y a plusieurs années et je vais te montrer concrètement pourquoi est-ce que je les ai perdus en t'expliquant et en faisant une breakdown complète des différentes erreurs. Et à mon avis, à 99%, tu te reconnaîtras dans ces 3 trades. Ensuite, on va enchaîner avec la partie 2. Je vais te présenter les 6 données fondamentales ultra concrètes que tu vas pouvoir directement analyser et appliquer en 30 minutes par semaine, littéralement, pour construire un biais directionnel et fondamental ultra précis. Dans la 3e partie, je vais t'expliquer le pipeline complet du biais directionnel au moment où je clique sur le bouton buy ou sell. Ok, donc tu vas avoir toutes mes étapes, une par une, que je vais t'expliquer en te prenant 3 exemples de trades que j'ai réussi, qui ont gagné. Évidemment, ça peut être des trades en stop loss comme des trades en take profit, peu importe, parce que tant qu'ils respectent ma stratégie et mon modèle, c'est des trades qui sont gagnants pour moi. Donc, je vais te présenter justement 3 trades décortiqués de A à Z pour que tu puisses voir exactement comment est-ce que j'applique ça à mon modèle de trading. Et ensuite, je vais t'apprendre évidemment à transférer toute cette connaissance, cette compétence vers les propres firmes pour monétiser ce que je vais t'apporter ici. Je vais t'expliquer les 3 règles pour adapter ce système, les 4 même, sur tes challenges propres firmes, sur tes funded pour durer, rester funded et faire des profits de manière constante sur plusieurs mois, plusieurs années. Mais avant de te montrer les 6 données et les trades, il faut qu'on parle absolument de ce qui te bloque. Ça va prendre 15 minutes et c'est les 15 minutes qui vont rendre les 2h45 de vidéos suivantes réellement utiles, parce que si tu comprends pas pourquoi tu perds et que tu arrives pas à intégrer ça à l'intérieur de toi, eh bien tu n'arriveras jamais à te corriger et à prendre les bonnes décisions, les bonnes initiatives pour aller de l'avant et régler toutes les erreurs que tu peux avoir. C'est pour ça qu'on va voir exactement pourquoi est-ce que tu stagnes. Je vais te raconter un truc ici que j'ai jamais vraiment raconté en détail. Quand j'ai commencé le trading, j'ai fait exactement ce que tu fais probablement en ce moment. J'ai perdu littéralement 2 ans de ma vie justement faire ce que je vais te présenter ici. J'ai tout appris côté technique, j'étais obsédé par les structures de marché, les zones de liquidité, les confirmations LTF, etc. Et honnêtement, mon analyse elle était bonne. Mes setups, ils étaient ultra propres et ils étaient même valides. Et tout ça, ça me rendait complètement fou parce que je perdais quand même. Pas à cause de mes entrées, pas à cause de la mauvaise direction, parce que je prenais par exemple des setups de vente magnifiques, ok, mais dans un marché qui était aussi. Et je savais pas pourquoi. Et j'arrivais pas à appliquer. J'essayais d'optimiser ma stratégie, etc. Je rentrais dans la suroptimisation, mais rien ne fonctionnait.
Donc j'étais dans une phase où je savais exactement où rentrer, comment rentrer, mais je savais pas pourquoi le marché il allait là, pourquoi il allait là, pourquoi il descendait, pourquoi il montait, etc. Et pendant des mois, j'ai cru que le problème justement c'était mon exécution, c'était la manière dont j'avais optimisé la stratégie. Donc j'ai backtesté 500, 1000 trades, 2000 trades sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 fois, 5 fois, 10 fois des nouvelles stratégies. J'ai changé de time frame et rien n'a changé, absolument rien. Ok, donc j'étais toujours pas rentable. Je faisais peut-être 2 semaines en profit, j'arrivais à passer un compte Profirm, mais aucun payout, aucune constance dans mon trading, etc. Rien n'avait absolument changé. Et tout ça jusqu'au jour où j'ai rencontré un trader senior qui m'a dit quelque chose qui a littéralement changé tout mon trading. Et ça, je vais t'en parler juste après. Pour vous illustrer tout ça et pour vous montrer justement comment est-ce que moi, j'ai pu perdre des trades complètement bêtement parce que j'intégrais pas de biais directionnel ni d'analyse fondamentale au sein de mes positions. On va commencer avec un premier trade. On va d'abord chercher un peu de contexte. On va voir justement quelles sont les différentes notions de contexte qu'on peut avoir pour justement que je puisse vous expliquer concrètement comment j'ai raisonné. Ok ? Donc là, ce que je me suis dit, c'est quoi ? On est lundi, ok, lundi 5 août, on avait eu une belle journée du vendredi, etc. Donc là, ce que j'ai fait, hein, ça c'est un trade que j'avais pu prendre justement à l'époque. Pas un trade que j'ai pris, mais c'est typiquement le genre de trade que tu dois prendre, que je prenais avant, qui fait aujourd'hui concrètement que tu n'es pas rentable. Ok ? Je vais t'expliquer ça très rapidement, tu vas voir, tu vas comprendre la logique derrière la position. Ici, on a une Asian Session, ok ? Là, le prix l'a cassé à la baisse, bon, mais il n'y avait pas vraiment de niveau, etc. On se dit que ce serait plus intéressant qu'il la casse à la hausse et qu'ensuite, après, on aille chercher une vente. Ça correspond au profil de London. On a, du coup, une cassage d'Asian. On retourne dans une zone où on prend des grosses liquidités. Si vous voyez, on prend un previous weekly high même, peut-être monthly high, un previous monthly high, donc c'est une très grosse liquidité. À ce moment-là, on a un magnifique mitigation block qui se forme, ok, donc là c'est vraiment magnifique, englobante ici, puis re-englobante et cassage de structure. Donc là, c'est absolument magnifique, et on pourrait se dire, hop, je vais rentrer là, on peut même vérifier si vous voulez, si on a une SMT divergence, donc là on a un high qui est fait à 10h10 et un higher low qui est fait à 10h35. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller sur le dollar, et on va voir 10h35, voilà, vous voyez, on a même une divergence, Donc là, objectivement, ce setup, il est plutôt clean. On reste d'accord là-dessus, le setup ici, il est plutôt clean, c'est sur cette charte-là. Et en regardant ce trade d'après vous, est-ce que l'objectif est cohérent ? Est-ce que c'est un trade qui vous semble valable ? Plus ou moins oui, la technique elle est bonne, la technique elle est hyper bonne même. Mais par contre, ce qui va se passer c'est quoi ? C'est qu'on va se faire littéralement défoncer sur ce trade. Et on a beau avoir la meilleure technique ici, on a les profits de session, on a un mitigation block qui prend des liquidités avant, qui revient dans une zone, qui nous fait une SMT divergence. Il y a tout, mais on n'a pas le contexte. On ne sait pas si le marché est haussier, baissier, etc. Et donc, on n'a pas de contexte. Alors, maintenant, on va reprendre ça et on va voir justement ce qu'on aurait dû voir pour ne pas prendre ce trade-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça, et maintenant, on va voir concrètement quel est le contexte pile à ce moment-là, ok ? On va se mettre en weekly. Je vais vous apprendre là un peu à faire des top-down analyses et à voir un peu comment le marché bouge, parce que justement, c'est ça qui va vous donner absolument toute la puissance dans vos analyses. Donc là, le trade, on l'a pris ici, je vous rappelle, ok ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? Ici, on voit une inversion, ok, donc là on est, le prix est venu, il est descendu, il n'a pas réussi à aller chercher les liquidités sous le plus bas, ok, très bien, mais là à partir d'ici, moi ce que je vois, hop, c'est que on a un fair value gap ici qui n'est pas respecté. Donc là, à partir d'ici, on a une inversion du modèle de livraison du prix, c'est-à-dire que en fait, le prix ne respecte plus les niveaux de support, les niveaux de résistance, pardon, et donc à partir du moment où il ne respecte plus les niveaux de résistance, eh bien, c'est qu'on change de modèle de livraison du prix, ok ? Donc là, on ne respecte plus ça. On vient clôturer au-dessus de tous les corps en faisant 2 énormes bougies haussières. Ok. Ici, on prend la liquidité et là, on sait qu'on a changé de modèle de livraison du prix. Là, si vous regardez ça, on voit que le prix ici, il a parfaitement réagi sur le fair value gap et il a fait une énorme englobante haussière. Donc, à partir de ce moment-là, on voyait que le prix ici, il avait réagi en weekly là au tout début de la semaine dans un order block. Il n'y a aucune raison que le prix aille en dessous ça, absolument aucune. À la limite, il aurait peut-être allé là chercher le rejection block, mais pas grand intérêt, surtout si on a du momentum. Et ici, on avait énormément de liquidité à aller chercher. Là, déjà, on a un peu de contexte en weekly. Maintenant, on va aller en daily et on va voir ce qui se passe. Ici, on est vendredi 2 août, on a nos contextes weekly, et là, on tombe sur les chiffres du NFP. Je vais pas vous refaire tout le contexte fondamental à ce moment-là, parce que ce serait pas forcément utile, mais
on va regarder déjà quelque chose. On a des chiffres du NFP qui sont tombés le vendredi 2 août. On a eu des chiffres qui sont sortis à 114 000, alors qu'on avait prévu 175 et que le précédent était 179. Donc les prédictions se sont écroulées et on s'est écroulé par rapport aux chiffres de la dernière fois. Donc là, c'est un carnage. Ok, ça, c'est un chiffre qui est un carnage pour le dollar. En plus de ça, on a un taux de chômage qui a augmenté de plus 0,2 alors qu'il était prévu à égal par rapport à la donnée précédente. Et donc ça, des données comme ça va pas être juste une bougie comme ça. Non, ça va être un écroulement pour le dollar. Et ça, sur plusieurs jours. Et donc en fait, là, si vous réfléchissiez un peu justement au moment de prendre ce setup-là, il n'y a aucun monde où, avec le weekly profile que je viens de vous déterminer, les news qu'on avait ici et les prédictions, là même pour le PMI, etc., vous voyez, on était avec des prédictions ultra supérieures et donc il y avait beaucoup de chances que ça sorte au-dessus. Il n'y a aucun monde où je prends une vente ici, surtout que là, on a pris une toute petite liquidité, ok, mais on avait un énorme point de liquidité à aller chercher là. On a des equals, on a des zones de fair value gap en H4, en daily, en weekly, juste au-dessus. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il faut regarder le contexte et pas uniquement penser à sa petite personne, à son petit trade lorsque vous allez faire des entrées en position. Parce que sinon, ça ne marchera jamais. Et c'est pour ça aujourd'hui que vous avez besoin de contexte, vous avez besoin de comprendre le prix, vous avez besoin de comprendre ce qui motive le prix. Et ça en est un des exemples. On va passer du coup maintenant au deuxième exemple. Donc je vais vous présenter ce trade-là en octobre 2025 que j'aurais pu exactement prendre si jamais je n'avais pas eu le contexte fondamental et le biais HTF que j'arrive à construire aujourd'hui. Ok. Donc on va déjà aller un peu plus en HTF et on va voir ce qui se passe de ce point de vue-là. Alors, on va remonter un peu, on voit que justement là on est en octobre 2025, on a le prix qui est revenu toucher une zone de rejection block ici, puis faire une grosse englobante haussière, et à partir de là on a commencé à respecter le modèle de livraison du prix à la baisse, c'est-à-dire qu'on respecte les order blocks, on clôture à chaque fois sous les plus bas, là on a une toute petite englobante mais directement elle est rattrapée par celle-ci, et donc là à ce moment-là on peut voir que le prix il est clairement baissier, on a un equal low ici, là notre target elle est ici, ok, il n'y a pas d'autre choix, il faut absolument que le prix aille chercher ça avant de repartir. Il n'y a aucun monde où il se passe l'inverse. Ça, c'est les principes de drone liquidity. C'est vraiment ultra puissant. Donc ici, vous voyez, en daily, on respecte les fair value gap, on fait des englobements de baissière, on va chercher des plus bas. Là, on revient, on comble les fair value gap, puis on repart. Et donc là, au moment de ce trade, on est précisément ici, là, sur cette bougie-là. Est-ce que prendre un achat ici, c'est pertinent ou pas? Pour vous, d'un point de vue HTF, si vous avez le contexte. Pas du tout. On est d'accord? Pas du tout. Là, on va essayer d'aller chercher justement des ventes sur des points les plus hauts. Hop, ici, pour aller vendre et chercher cette liquidité externe. Ok? Bon, ça, c'est juste vraiment une partie infime top-down analyse que je peux faire. Mais déjà, juste en passant 30 secondes sur l'actif et en regardant un peu ce qui se passe, vous pouvez déjà voir que ce trade va être une erreur. Ensuite, on va regarder un peu le contexte fondamental. On va regarder ce qui se passe. Et là, si on le regarde pas, on peut pas le savoir. Ici, on voit quoi? Qu'on a le taux de chômage qui est tombé au Royaume-Uni, justement, et qui est passé, justement, qui était prévu à 4,7, qui est tombé à 4,8, et donc qui est en tendance haussière. Alors qu'on a une BCE qui devrait baisser les taux parce que justement l'inflation est en train d'exploser et donc ça défonce un peu la structure, enfin la confiance structurelle en la devise. Mais bon, après on va pas refaire toute la fondre. Mais du coup, le trader un peu con qui regarde pas tout ça, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire là je vais prendre un achat. Hop. Et donc je fais quoi? Hop, oh, magnifique breaker block, ok. Je prends une position longue, j'attends que ça clôture, j'attends un petit retest, je mets mon SL sous plus bas et puis voilà, je vais pas être gourmand, je vais viser le fair value gap. Et là, ça va se traduire très très rapidement par un stop loss. Évidemment, il n'y a aucun monde où justement le prix, dans ce contexte-là, il va justement aller chercher des TP, ok? Ou dans le cas où ça le fait, c'est possible évidemment, mais les probabilités, elles sont moindres. Et nous, on est là pour maxer nos probabilités, on est là pour faire en sorte que chaque opportunité qu'on va prendre, même s'il y a une faible probabilité qu'elle réussisse, on la prend pas, parce que on veut uniquement les opportunités à plus, là où il y a toutes les confirmations de notre côté, ok? Et donc ça, c'est hyper important, et c'est pour ça aujourd'hui que j'arrive à être rentable et funded, et que mes élèves arrivent à le faire, parce que c'est pas magique, il y a une méthode qui fonctionne et qui est là depuis des années maintenant, et c'est exactement ce que je vais vous présenter au sein de cette vidéo. Avant ça, je vous montre un troisième exemple pour que vous puissiez vraiment comprendre et intégrer exactement ce que on va voir juste après. Donc là, pareil, alors on est sur EURUSD en avril 2024, on a plutôt une belle opportunité, je vais vous montrer ça, et vous allez voir comment on va pouvoir réagir face à ça. Donc ici, vous voyez qu'on arrive dans une zone qui est plutôt assez pertinente. On a le prix qui revient juste ici. Il comble un fair value gap H4. Il revient sur un rejection block.
Bon, il clôture dedans, mais il le comble quand même. Ensuite, si on va, je sais pas, en daily par exemple, bon bah là, on voit qu'on revient sur un magnifique rejection block et que le prix n'a pas été cherché à la liquidité. Donc là, tout bon trader retail se dirait quoi? Voilà, on a une grosse expansion à la baisse. Je sais pas pourquoi il y a eu ça. Mais là, on a un magnifique breaker block. Je pense que voilà, le marché est assez allé à la baisse. Je vais le prendre, je vais rentrer ici. Hop, je mets mon stop loss en dessous. Et puis, bah voilà, comme d'hab, hein, de toute façon, je vais pas être très gourmand. Allez, je vais aller chercher le fair value gap ici. Vous voyez? Allez, je prends que 7R, ça me passera ma phase 2 et puis on verra ce que ça donne. Et donc là, le problème, c'est quoi? Bah, c'est que le mec qui fait ça, il a rien compris. Il a rien compris, pourquoi? Parce que ça, c'est un point de liquidité qui va être pris. Il y a aucun monde où le prix, après une expansion pareille, se retourne ici sans prendre une liquidité. C'est impossible. Et puis surtout, il faut comprendre pourquoi on a ça. Pourquoi on a une explosion du marché comme ça à la baisse? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, on va regarder. Et on va regarder les chiffres. Ici, on a une inflation. Inflation rate. On voit qu'elle est tombée à 3,5% alors que la précédente était à 3,2 et que les attentes étaient à 3,4. Et donc là, en fait, ici, on a quelque chose de criminel pour justement de criminel pour euro, hein, parce que le dollar, du coup, a explosé, d'où la chute massive de l'euro. On a le corps, pareil, qui a augmenté et tout le reste qui est plus ou moins en tendance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, la Fed, vont devoir garder les taux d'intérêt sur le dollar plus haut et plus longtemps. Et donc ça, justement, c'est dévastateur pour la devise qui est contre elle, parce que forcément le dollar va faire un énorme rallye haussier, et pas que sur 5 minutes, ok? Et donc là, on regarde ce qui se passe tout simplement. Le prix, il enchaîne, et après directement, là il se passe la nuit, et puis après il viendra nous stop loss pour aller chercher cette liquidité. Voilà. Donc ça c'est assez logique. Voilà des exemples très concrets de trades que j'aurais pu prendre avant si je ne comprenais pas le contexte fondamental, ok? Donc maintenant, on passe à la suite et le but, c'est justement que vous puissiez, à la fin de cette vidéo, réussir à ne plus du tout faire ces erreurs et en appliquant les trades que je vais vous montrer après avec du contexte. Les 3 trades que je viens de te présenter ici, c'était pas des erreurs techniques, c'était des erreurs de pure direction. Et cette erreur-là, eh bien évidemment, tu peux pas la corriger en affinant ton entrée. Ça ne changera absolument rien. Il faut que tu apprennes à savoir où le marché va aller pour adapter justement tes entrées en fonction de ça. Et donc c'était précisément à ce moment-là que je me suis dit, il y a 2 options. Soit je continue à optimiser mes entrées comme un con et je continue à perdre des mois et des mois et des mois en espérant trouver un jour la stratégie mécanique qui va faire que je serai rentable. Donc en gros, je suis un peu à la recherche du trésor magique. Soit j'accepte que j'ai tort et à ce moment-là, je me dis ok, le problème il est peut-être ailleurs et il est peut-être pas dans l'optimisation de la stratégie. Et comme je te disais tout à l'heure, un jour en discutant avec un trader qui avait plus de 10 ans d'expérience sur les marchés, il m'a regardé et il m'a dit un truc très simple. Ton problème, c'est pas ton exécution, c'est que tu tires à l'aveugle. T'as le meilleur sniper du monde, mais aucune visibilité sur ta cible. Et donc, le problème, c'était pas mon analyse technique, c'est ce qu'il y avait avant. C'est toute cette partie-là qui me manquait. Et évidemment, c'est la plus grosse partie parce que sans ça, t'as beau avoir la meilleure analyse technique du monde, tu ne sauras pas concrètement comment exécuter les trades. Tu pourras les exécuter, mais il y aura pas forcément de bons retours sur exécution. Et c'est là justement où je suis arrivé et je me suis dit, mais c'est ça. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, mais en fait, ce qui me manque, c'est pas mon analyse technique. C'est pas l'analyse technique le problème. C'est ce qu'il y a avant. Et c'est ça qui me manquait, c'est la direction, c'est le pourquoi. Et là, j'ai commencé forcément à creuser l'analyse fondamentale, pas la version universitaire avec 50 indicateurs. Non, j'ai cherché l'essentiel, ce qui bouge vraiment, les devises. Ok. Et là, je suis tombé sur 6 données. Pas 20, pas 50, pas 100, pas 200, 6 données. Et en 3 mois, mon win rate est passé de 35% à 63%. Mes entrées, elles n'avaient pas changé, c'était toujours les mêmes, mes setups, ils étaient les mêmes. La seule différence, c'est que je prenais plus de trades dans la mauvaise direction. Pourquoi? Parce que j'avais un biais directionnel couplé à de l'analyse fondamentale et du coup j'étais en capacité d'adapter toutes mes entrées en fonction de ce biais directionnel. Et c'est là où mes résultats ont complètement explosé. Maintenant évidemment, je suppose que tu veux savoir quelles sont concrètement les 6 données fondamentales que je vais utiliser pour construire mon biais directionnel en 30 minutes et ça, une fois par semaine. Mais pour ça, évidemment, il faut que tu restes attentif sur les 45 prochaines minutes pour que dès la semaine prochaine, tu puisses réussir enfin à construire seul ton biais fondamental. C'est là où on enchaîne directement avec la partie 2 de cette vidéo, la pièce manquante, 6 données de devises, 30 minutes le dimanche soir, le biais fondamental concret que je vais t'apprendre à déterminer. Le problème avec l'analyse fondamentale, c'est qu'il y a 95% des traders qui disent que c'est trop compliqué, c'est pour les institutionnels, faut un master en économie, il n'y a pas besoin de ça, je peux être rentable sur l'analyse fondamentale. C'est faux. Mon approche, elle est simple. 6 données,
de devises, 30 minutes le dimanche soir, point final. T'as pas besoin de devenir économiste, t'as pas besoin de lire tous les articles du Financial Times, de Bloomberg, partout. Ça sert absolument à rien. C'est évidemment utile, hein. Je vais pas dire que c'est inutile, mais il faut être au courant des dernières actualités, etc. Mais en littéralement 30 minutes à 1 heure, sans aller chercher toutes des informations partout et en prenant que uniquement quelques informations qui sont gratuites, publiées à date fixe, eh bien, elles vont te donner ce que 95% des traders retail n'ont pas, c'est-à-dire une direction et une vraie direction sur le marché. Et le but de tout ça, c'est que pendant que certains vont regarder le marché et vont se demander si ça va monter ou ça va descendre, toi, tu sauras exactement où est-ce que le marché va aller et donc tu chercheras juste le bon point d'entrée à l'intérieur de ton biais directionnel. Donc sans plus attendre, on commence avec le premier indicateur. Alors, les taux d'intérêt, c'est la donnée la plus importante. Si je devais littéralement en retenir qu'une seule, ce serait celle-là. Le principe, il est très simple. L'argent, il va où il est le mieux rémunéré. C'est assez logique. Si vous voulez, si vous avez le choix entre placer votre argent, imaginons que vous ayez 100 000 euros. Vous pouvez le placer à intérêt 4%, à intérêt 2% et à intérêt 0%. Vous allez le placer où? À 4%. Jusque-là, c'est assez logique. Donc, l'argent, tu vas le mettre là où tu rapportes le plus. Et c'est pareil pour des milliards et des milliards et des milliards qui circulent sur le Forex, ok? Imaginons la Fed, la Banque Centrale Américaine, qui va monter ses taux pendant que la BCE va baisser ses taux. Qu'est-ce qui va se passer? Les capitaux vont sortir de la zone euro pour aller acheter du dollar, pour aller vers le dollar, et donc euro-USD va baisser. C'est mécanique, c'est pas une opinion, etc. C'est comme ça que les flux fonctionnent, c'est simple, et il faut juste arriver à anticiper ça. Le but de tout ça, pour nous, des taux d'intérêt, c'est quoi? C'est que c'est le moteur, c'est la donnée qui nous intéresse le plus. Et on va voir après sur les 5 autres données, justement, quels sont justement les différents facteurs qui vont faire qu'une banque centrale va monter les taux ou elle va baisser les taux. Et en fonction de ça, on va pouvoir évaluer la demande pour chacun des actifs, pour chacune des devises finalement, euro, dollar et GBP. C'est les 3 exemples que je vais prendre dans cette vidéo, mais ça marche pareil pour toutes les autres devises évidemment. Et donc grâce à ça, on va pouvoir directement savoir concrètement quelles sont les différentes déjà anticipations de taux. Est-ce qu'on devrait baisser les taux? Est-ce qu'on est-ce que dans la prochaine réunion, ça se passe par réunion, eh bien la Fed, la BCE ou la BEE a prévu plutôt de baisser les taux, de monter les taux ou de les garder stabilisés, etc. Et pour quelles raisons? Et avec les différents indicateurs économiques qui vont sortir avant les décisions de taux d'intérêt, on va pouvoir pricer ça. Okay, et le marché va réagir justement aux différents indicateurs économiques parce que forcément, vous allez voir juste après, mais si on a des indicateurs qui sont en faveur d'une montée des taux, eh bien à ce moment-là, le marché va pricer à la hausse la devise en question. Okay, je vais vous donner maintenant justement le site que je vais utiliser pour aller directement voir les prédictions de taux d'intérêt. Donc vous allez aller directement sur Google, vous allez voir c'est très simple, vous allez taper Investing, taux d'intérêt, et là on va mettre Fed, ou alors vous pouvez mettre USD. Ok, donc là vous allez avoir ça, hop, vous allez aller directement ici, et là vous allez avoir la dernière décision justement des taux d'intérêt de la Fed. Là on peut voir que justement à l'heure où je tourne cette vidéo, on a une réunion qui est prévue aujourd'hui, on est le 18 mars, et donc on a une réunion qui est prévue à 19h. Et donc à 19h ici, on va pouvoir directement savoir si justement la Fed a prévu de laisser les taux d'intérêt tels qu'ils sont ou pas. Les prévisions le sont. Donc là, on a justement un taux d'intérêt qui est prévu pour 3,75. Mais vous voyez, là, je sais pas si on a eu beaucoup de baisse ces derniers temps. Je vais aller chercher un peu plus loin dans l'historique. Mais là, par exemple, vous voyez, on avait le 18,09, donc 18 septembre 2024. On avait des taux d'intérêt qui étaient le précédent, le actuel, ok. Et donc là, justement, ici, quand vous voyez ça, c'est qu'on a eu une baisse des taux, ok. Donc voilà, et ça, on va pouvoir pricer justement en fonction des anticipations et en fonction justement des différents indicateurs économiques qu'on va voir juste après. Si justement le marché devrait plus pricer une baisse des taux, une hausse des taux, et donc ça va nous donner une vision et une direction surtout fondamentale concrète sur justement le marché. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un outil ultra important que j'utilise pas mal pour réussir à
déterminer et à voir justement quelles sont les anticipations de taux d'intérêt faites par des experts justement. Donc, vous allez sur ce site-là qui s'appelle CME Group et vous allez avoir le Fed Watch Tool, ok? Et donc là, ici, vous allez pouvoir voir directement les différentes anticipations de la Fed où justement, on va pouvoir voir ici que on a une probabilité de taux inchangé à 98,9%. Donc là, il n'y aura absolument aucune surprise. Le taux d'intérêt va être inchangé, ok? Ici, pour le mois d'avril, pour le mois de juin, pour le mois de juillet, ok, et pour le mois de septembre. Donc là, vous voyez, il y a déjà beaucoup plus de chances que justement on puisse baisser les taux d'intérêt éventuellement en septembre en fonction de la situation, mais ça va évoluer. Et nous, on s'intéresse en fait à la prochaine réunion, c'est ça qui va nous intéresser. On peut aussi voir justement sur les différentes réunions, les prochaines réunions, quelles sont les anticipations. Et si par exemple en décembre 2027, on a une probabilité que les taux, vous voyez, soient à 275-300, ça veut dire que en fin 2027, on aura toujours des taux d'intérêt qui sont à 3% au state, d'après les anticipations. Évidemment, ça va changer, etc. Parce que là, c'est vraiment très loin. Mais du coup, ça veut nous dire que là, ici, sur le dollar, on aura quand même un soutien par rapport au taux d'intérêt. Ça veut dire que là, on estime qu'il y aura entre 2 et 3 cuts de 0,25 points de base d'ici la fin 2027. Ok, donc ça c'est très intéressant, mais bon, évidemment c'est les différents indicateurs qui vont faire que on va savoir ou non si les taux d'intérêt vont être baissés ou pas, et c'est surtout ça qui va nous intéresser du coup. Et il y a plein de sites qui existent justement pour avoir des prédictions de taux d'intérêt, etc. sur toutes les devises. Vous pouvez aller sur FX Source par exemple. Bon, c'est payant, mais c'est ultra intéressant. Et ça, c'est quelque chose de très utile parce que c'est notre moteur fondamental numéro 1, les taux d'intérêt. Ensuite, on a notre deuxième indicateur, l'inflation, le CPI. Alors, l'inflation, en fait, c'est vraiment ce qui va dicter les décisions des banques centrales. C'est la cause et les taux, en gros, c'est la conséquence. La logique, elle est ultra simple. Quand on a une inflation qui est élevée, la banque centrale, elle doit maintenir les taux d'intérêt hauts, voire les monter pour contrer l'inflation. Donc la devise devient plus forte, l'inflation à l'inverse qui baisse, eh bien la banque centrale elle peut commencer justement à baisser les taux et la devise va justement s'affaiblir. Question de rendement par rapport à ce que je vous ai dit juste avant sur les taux d'intérêt. Il faut évidemment faire attention à ça parce que ce qui compte c'est pas le chiffre en soi, c'est vraiment le chiffre par rapport aux attentes parce que le marché il va toujours se pricer par rapport aux attentes, des anticipations. Mais si le chiffre actuel, la vraie data qui sort, eh bien est complètement en discorde avec les attentes, et bien c'est justement à ce moment-là où il va y avoir d'énormes mouvements sur le marché. Okay. Exemple, on a un CPI qui sort à 3,2% alors que le marché attend 3%. On était sur une logique descendante, mais on voit qu'on descend moins que ce qu'on espérait. L'inflation est ralentie moins vite que prévu. La Fed va donc être plus agressive et va passer avec un ton plus hawkish. Hawkish, ça veut dire qu'elle est plus enclin à monter les taux d'intérêt. Et donc, du coup, forcément, le dollar va être beaucoup plus fort. Par contre, si on a un CPI qui sort à 2,8% quand le marché attend 3%, la Fed, elle a de la marge pour baisser les taux d'intérêt. Elle va être plus dovish, du coup, c'est-à-dire être plus enclin à baisser les taux d'intérêt qu'à les monter. Et donc à ce moment-là, le dollar va être plus faible. Et donc concrètement, pour regarder ça, on va regarder 3 données, le CPI US, le CPI Europe et le CPI UK. Et donc ça tombe une fois par mois et c'est ce qui va pouvoir nous aider à déterminer si les taux d'intérêt vont être baissés ou pas. Parce que c'est le moteur. On a une cible d'inflation qui est à 2%, ok, donc les banques centrales vont bouger les taux d'intérêt en fonction justement de cette cible. Si on est au-dessus, elles vont essayer de les monter et de les garder hauts pour que l'inflation redescende à 2%. Si on est en dessous, eh bien elles vont les baisser pour redonner de la force à la devise et pour pas partir en déflation, c'est-à-dire que on passe justement en dessous ça. Au State, vu l'argent qu'ils impriment, je pense qu'il n'y a pas grand risque. Mais voilà, je vous montre du coup directement comment chercher ça sur Internet, via quel site j'utilise pour aller chercher ces données-là. Donc là, c'est exactement pareil que pour les taux d'intérêt. Vous allez aller sur Investing, vous tapez inflation, par exemple. On va aller sur là, GBP pour cet exemple-là, ok, parce que c'est une donnée importante. Et donc là, hop, c'est le CPI du coup. Et donc ici, vous voyez qu'on a un previous à 3,4, un actuel à 3 et un prévu du coup qui était à 3. Donc là, on est sur une logique d'inflation qui est en train plutôt de baisser. On était à 3,8 en septembre et là, on est aux alentours des 3%. Donc ça veut dire que ça peut potentiellement donner un peu plus de marge à la BOE pour éventuellement baisser les taux d'intérêt pour relancer l'économie parce que l'économie est pas bonne du tout. Et donc en fait, il y a 3 parties qu'il faut vraiment comprendre. La partie taux d'intérêt qui va driver l'inflation, ok. Et après,
mais justement, le truc, c'est qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus avec les taux d'intérêt parce que les taux d'intérêt agissent sur l'économie. Et donc, leur but, c'est quoi? C'est d'avoir l'inflation la plus proche des 2%, la meilleure économie possible, avec des taux d'intérêt qui vont bouger pour rebalancer les deux et pour que l'économie soit la meilleure possible avec l'inflation à la cible des 2%. Vous voyez, c'est ça vraiment tout l'enjeu et c'est pour ça justement qu'on va essayer de déterminer tout ça et c'est ça qui va nous donner un biais fondamental ultra concret. Donc voilà, vous allez ici, vous avez les anticipations, vous avez les chiffres. De toute façon, ils sont marqués directement sur TradingView. Ça reste relativement assez simple. Il faut essayer de regarder les anticipations et la tendance. Est-ce qu'on est justement dans une tendance qui se confirme? Est-ce qu'on est en train justement de perdre la logique, hein. Vous voyez, en janvier 2023, on avait une inflation qui était à plus de 10% sur la période. Donc là, c'était complètement fou. Ici, les taux d'intérêt sont à 2%, enfin l'inflation, pardon. Et là, elle est remontée quasiment à 4% pour ensuite redescendre et se stabiliser là autour des 3%. Et donc, il faut observer si là, par exemple, on a une inflation qui tombe à 3,8%, bam, ça va faire exploser la devise GBP parce que ils vont pas pouvoir baisser les taux d'intérêt et la Banque centrale va devoir être un peu plus hawkish. Vous voyez, donc voilà pour l'inflation. Ensuite, on arrive à la troisième donnée. La troisième donnée, c'est l'emploi, le NFP. Chaque premier vendredi du mois à 14h30, le rendez-vous est fixe, ok. Ça va nous donner une indication très claire, ok. La logique, c'est quoi? C'est que c'est le chiffre de l'emploi. Hein. Du coup, aux États-Unis, la logique, elle est très simple. Si on a beaucoup d'emplois créés, eh bien, l'économie, elle est solide. La Banque centrale peut se permettre de garder les taux plus haut plus longtemps ou de monter les taux d'intérêt, donc à ce moment-là, la devise est forte. Et à l'inverse, forcément, si les chiffres du NFP sont nuls, ça veut dire que l'économie est pas forcément bonne et que du coup, la Banque centrale va pas pouvoir garder les taux d'intérêt aussi haut, aussi longtemps qu'elle le voulait. Ça, c'est la logique justement de relation entre cible d'inflation, inflation, économie et les taux d'intérêt qui bougent entre les deux. Ok. Exemple, on a un NFP à 200K quand le marché attend 180K, surprise positive, le dollar devient bullish. Si on a un NFP à 150K quand le marché attend 180K, pardon, eh bien, on a une économie qui a ralenti, le dollar est bien riche parce que, justement, ils vont pas pouvoir garder les taux d'intérêt aussi haut, aussi longtemps qu'ils le voulaient. Évidemment, c'est pas juste le NFP. Il y a 3 chiffres qu'il faut regarder et il y a beaucoup d'erreurs que les gens font. Il y a le NFP, le chômage et les salaires, ok? Le premier, c'est quoi? C'est le NFP lui-même. Donc là, c'est combien d'emplois sont créés. Non-farming payroll, hors emploi saisonnier, forcément, parce que sinon, ça compte pas. Hein. Tous les emplois agricoles, etc. ne comptent pas et ne rentrent pas dans ce calcul. Ensuite, on va avoir toute la partie taux de chômage. Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Ok? Ça, c'est ultra important. Si ça monte, l'économie ralentit et donc le dollar est bien riche. Et ensuite, on a les salaires. Okay, c'est le lien direct avec l'inflation. Salaire qui monte, les gens vont dépenser beaucoup plus et donc l'inflation va persister. Et la Fed va être plus au quiche forcément. Et donc en fait, les 3 chiffres ils sortent en même temps, le même jour à la même heure. Et en 2 minutes, si tu comprends ça, tu vas avoir une lecture très importante. Maintenant, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qui est aussi ultra important, c'est que en fait, les chiffres du NFP, ils sont révisés. Okay, le NFP du mois dernier ou le NFP d'il y a 2 mois ou d'il y a 3 mois, il peut être révisé à la baisse de 50 ou 100 000. Okay, et donc, en fait, ça, c'est quelque chose que personne va remarquer, ok, parce que si le chiffre d'aujourd'hui, il est bon, mais que dans 2 mois, les précédents, ils sont révisés carrément à la baisse, et forcément, ça va induire sur les différentes décisions de taux d'intérêt. Et donc ça, il faut vraiment être attentif à ça, il faut vraiment regarder les révisions de NFP, parce que c'est ultra important, ok. Donc, on va directement aller sur le petit site pour que je vous montre concrètement comment on va aller chercher la donnée. Donc là, vous allez pouvoir aller directement ici, ok. Vous allez pouvoir taper, du coup, on était en train de regarder le NFP, donc Investing NFP, ok. Et donc là, ici, on a directement le NFP, et là, on va avoir le nombre de créations, ok. Donc là, on est sur un carnage. Ok, aux États-Unis, on est en négatif. Je sais pas si vous imaginez un peu ce qui se passe, hein, tout simplement. Là, c'est complètement fou. On attendait 58 000. Ok, on avait un chiffre précédent qui était à 126 000 parce qu'on a été révisé. Le chiffre était à 130, mais il a été révisé à 126 000. On avait une prévision à 58 et on est tombé à moins 92 000. Ok, donc là, c'est un carnage pour l'économie US. C'est une récession, hein, littéralement, d'un point de vue emploi, création d'emplois. Et donc, du coup, en fait, à ce moment-là, on voit quoi? On voit que là, l'économie américaine va pas bien. Ok, elle va pas bien du tout.
Et donc, la Fed va pas pouvoir garder ses taux d'intérêt aussi haut, aussi longtemps que prévu. Et donc, du coup, forcément, ça nous amène à déduire que potentiellement, elle va baisser les taux plus rapidement ou faire plus de cuts de taux sur l'année. Et avec ça, eh bien, justement, on va avoir une pression baissière sur le dollar. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc voilà pour la donnée du NFP. Évidemment, il y a ça pour les autres zones, le taux de chômage, l'inflation et tout. Mais voilà, c'est pareil, je ne vais pas tous vous les présenter parce que ça marche exactement de la même manière. Ensuite, on arrive à la quatrième donnée, le PMI, donc c'est le Purchasing Manager Index. C'est un indicateur avancé en fait qui va bouger avant le PIB. Le PIB, le problème de ça, c'est que ça sort tous les trimestres, donc c'est très long. Et donc ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va justement nous aider à traduire un peu le PIB et prévoir un peu le PIB aussi. Et donc en fait, c'est un sondage auprès des directeurs d'achat des entreprises qui disent tout simplement, ils répondent à une question simple, est-ce que tu commandes plus ou moins que le mois dernier? Voilà, c'est très simple. Si on est au-dessus des 50, on est en expansion, l'économie elle tourne bien. Si on est en dessous, on est en contraction, ça se ralentit. Ce que j'aime bien avec le PMI en fait, c'est que c'est vraiment un indicateur avancé qui bouge avant le PIB, ok? Et donc quand les directeurs d'achat ils vont commander beaucoup moins dans les entreprises, eh bien c'est que les entreprises elles anticipent un ralentissement et donc le PIB il va suivre 3 à 6 mois plus tard. Ce que je vais faire concrètement, c'est qu'en fait, je vais comparer le PMI US vs le PMI Europe, ok? Et ça en 5 minutes. Et du coup, j'ai une photo très claire de qui est-ce qui surperforme, quelle zone économique surperforme par rapport à l'autre. Et évidemment, mais ça va donner aussi un indicateur à la Fed pour les taux d'intérêt. Si on a un PMI qui est ultra haut, que l'économie est vraiment en expansion à fond, et ben forcément, à ce moment-là, elle va pouvoir garder les taux d'intérêt plus haut plus longtemps. Et à l'inverse, si on est en contraction, ça se ralentit, eh bien, elle va pas pouvoir garder les taux d'intérêt aussi haut, ok? Donc forcément, un PMI qui passe, par exemple, de 53 à 49 en 2 mois, c'est un carnage, c'est un signal d'alarme ultime, ok? C'est que l'économie US ralentit, la Fed va devoir réagir, le dollar est bearish, ok? Donc ça, c'est relativement assez simple. Évidemment, faut pas regarder ce chiffre-là tout seul. Un PMI à 51, c'est de l'expansion, mais si avant le marché il était à 55-56, bah c'est qu'on a quand même un ralentissement et que la tendance elle est à la baisse. Et donc sur ce chiffre-là, c'est pas tellement le chiffre qui compte, c'est plutôt la tendance, c'est la direction, pas forcément le chiffre absolu, quoi. On va pouvoir aller directement sur notre site pour voir les chiffres et comment les analyser. Donc là pareil, vous tapez Investing PMI, hop, vous allez avoir ça, PMI manufacturé. Et donc là, vous allez pouvoir voir que justement aux US, on est autour des 51, 52 depuis là assez longtemps, ok? Donc là, on n'a que les datas depuis là, je sais pas bien pourquoi, parce que c'est le PMI 2025, ok? 2026, pardon. Mais là, du coup, vous voyez, la tendance en cours sur 2026, on est plutôt assez bon en soi, ok? Ici, on a voilà, une tendance qui est autour des 52, donc on est plutôt assez bon. C'est pour ça que la Fed, justement, n'a pas encore baissé les taux d'intérêt. Il faut attendre que, justement, le chômage se confirme et, justement, la partie création d'emplois. Mais si ça venait à se confirmer pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, et ben là, à ce moment-là, il serait obligé de baisser les taux d'intérêt à un moment ou à un autre. Parce que forcément, c'est des indicateurs majeurs. Et surtout, s'ils le font pas, l'économie va tout simplement s'écrouler. Donc leur but, eux aussi, c'est que l'économie produise de la valeur, de la richesse, que ce soit rentable pour tout le monde. Et donc forcément, ils essayent de baisser l'inflation au maximum et de faire en sorte que l'économie soit la meilleure possible. Alors la 5e chose que je vais regarder, eh bien, c'est les discours des banquiers centraux. C'est quelque chose d'ultra important et c'est aussi quelque chose que beaucoup de traders ignorent. Ils ignorent complètement les discours, mais c'est ultra important. C'est plus important que en fait les décisions de taux d'intérêt sur le moment même, parce qu'en réalité on les anticipe et on sait déjà, le marché les a déjà anticipés. Mais par contre, si on a par exemple nos chaînes sur les taux d'intérêt, par exemple sur la Fed, on reste à 3,75, ok? Parce que l'inflation est encore assez haute, l'économie se détériore, mais on ne peut pas baisser les taux d'intérêt tout de suite parce que l'inflation reste toujours très haute. Eh bien, à ce moment-là, c'est le discours qui va nous intéresser. C'est le discours qui va dire, par exemple, si Powell est en train de dire voilà, là, c'est décidé, on va devoir justement baisser les taux d'intérêt sur les prochaines réunions parce que l'économie va trop mal, bam, le marché va réagir directement à ça. Ok? Et donc, en fait, si on a un ton hawkish, c'est-à-dire agressif, taux haut, on lutte contre l'inflation, ou dovish, donc accommodant, taux bas, on soutient l'économie, eh bien, il faut chercher une seule chose. Est-ce que le ton, il a changé depuis la dernière fois?
Et est-ce que grâce à ce qui, justement, au président de la Banque centrale, à ce qu'il est en train de dire, est-ce qu'on peut avoir une vision fondamentale sur la suite, ok? Si Powell, par exemple, il va dire l'inflation est sous contrôle il y a 3 semaines et que maintenant il dit oula, on reste très vigilant, il est trop tôt pour déclarer victoire, le ton il durcit, le marché il va directement le pricer. Et donc en fait, évidemment, je vais pas lire ou écouter 1 heure de Pia de Powell en direct. Non, je vais juste regarder les résumés. Il y a des plateformes qui le font très bien. Vous pouvez aller sur Forex Live, FX Street, etc. Ils vont décortiquer chacun des mots et en 5 minutes, tu sais si le ton il a changé ou pas. Tu sais les concepts clés, le pivot, etc. Et donc en fait, tout ça, c'est le moment où une banque centrale elle va changer de direction. On va passer de on monte les taux à on envisage de les baisser. Et c'est à ce moment-là précisément que les gros mouvements de marché, ils vont se créer sur le Forex. Et donc, si tu arrives à repérer ça en avance, et avec les 4 données précédentes, évidemment, en plus, pour savoir si ce qu'ils disent va pouvoir se faire ou pas, eh bien, à ce moment-là, tu as un avantage qui est énorme. Ok? Donc voilà pour ça. Et évidemment, les discours des banques centrales, si tu as envie de les écouter, tu peux les retrouver, par exemple, le discours de Powell, il est directement sur YouTube. Donc voilà, c'est très simple et tu peux les écouter. C'est pas mal de le faire en vrai, ça t'amène une vraie vision fondamentale sur pas mal de choses. Donc c'est top. La 6e chose que je vais regarder, c'est le rapport quote. C'est la seule donnée qui va te montrer efficacement le positionnement des institutionnels et des retail aussi que tu vas pouvoir comparer. Je vais t'expliquer justement les extrêmes, le net positioning, la variation. Il y a pas mal de choses qu'il faut savoir. Mais en fait, grâce à ça, tu vas pouvoir concrètement voir le positionnement sur les contrats futurs américains des gros portefeuilles institutionnels. Et c'est trop puissant, tu vas voir, c'est vraiment insane. Et donc, concrètement, le rapport, il va te dire exactement combien de contrats longs, combien de contrats short les institutionnels ils détiennent sur chacune des devises. Et donc, si par exemple les institutionnels ils sont massivement en long sur euro-USD, eh bien, si ton analyse technique te dit et ton analyse fondamentale te disent que l'euro est haussier, eh ben, tu as un alignement de tout ça. Et donc, les gros institutionnels, les gros portefeuilles sont dans le même sens que toi. Et donc, du coup, forcément, c'est la meilleure des choses. Parce que bah, c'est pas toi en tant que petit trader retail ou moi qui allons faire bouger le marché, c'est vraiment eux avec la puissance qu'ils ont. Ok. Évidemment, tout ça, c'est pas un signal d'entrée, c'est juste un biais directionnel. Ok, on va essayer de construire un biais directionnel pour pouvoir avoir une vision fondamentale sur différentes devises et sur justement le pricing par rapport au rendement des taux d'intérêt, parce que c'est ça qui nous importe et c'est ça qui fait bouger le marché. Alors maintenant, je vais te montrer comment on va aller chercher le quote, le commitment of trader, et comment tu vas pouvoir l'interpréter directement sur Internet. Donc tu vas aller directement sur ce site-là, ok, ça s'appelle partchart.com, tu vas aller sur Future, Commitment of Trader, et donc là tu vas aller sur Financial TFF Report. Une fois que tu arrives ici, eh bien en fait tu vas pouvoir directement faire, hop, tu vois, tu as pas mal de petites pop-up comme ça, mais tu peux les enlever. Ah là je suis sur le mauvais navigateur, faut vous mettre sur Safari, je change tout de suite. Ok, donc on recommence directement, Financial TFF Report, ici vous allez pouvoir mettre, hop, Asset Manager institutionnel, c'est institutionnel, et Summary Report. Ok. Donc là, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir regarder les extrêmes. Ok, on va pouvoir voir le net positioning. Donc là, on peut voir que justement, là, on arrive près d'un extrême sur le dollar. On était passé à quasiment ici à l'inverse et on est en train d'aller vers des extrêmes. On a le net change. Donc ça veut dire que là, par rapport au dernier rapport, on a eu tout ça de position longue sur le dollar. Forcément par rapport à la guerre, etc. Hein. Vous allez voir, je vais vous en parler, des situations géopolitiques aussi. Donc on a eu plus 2400 positions longues et moins 3600, ce qui nous fait 6100 positions longues en plus. Donc là, dans ce contexte-là, aller shorter le dollar, c'est compliqué. Évidemment, ça, c'est pas un signal d'entrée, ça veut pas dire qu'il faut acheter, mais si vous avez ça avec vous, c'est quand même beaucoup mieux. Ok. Là, le Bitcoin, c'est pareil. En fait, quand on arrive proche des extrêmes, c'est généralement qu'on va avoir un retournement. Ok. Donc là, l'euro, par exemple, si on prend l'euro qui est là, on était à un extrême, mais je ne vous dis pas l'extrême auquel on était, hein, je crois qu'on était, il n'y avait jamais eu autant de positions en achat, et bah forcément, le prix s'est retourné. Et c'est toujours pareil, ça peut mettre une semaine, ça peut mettre 2 semaines, ça peut être 3 semaines, un mois, mais ça finira toujours par se retourner. C'est le principe du verre d'eau. Quand vous avez un verre d'eau qu'il est plein, vous pouvez pas le remplir plus que ce qu'il n'est plein, ok? Et ben les contrats futurs au States, c'est pareil. Quand tous les contrats sont achetés, ça peut pas monter. Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait des facteurs qui vont faire que, justement,
ça se retourne et les contrats sont redistribués. Ok, c'est un fait, ça a toujours marché comme ça a toujours fonctionné comme ça, et donc voilà. Ici, vous voyez que sur le Bitcoin, on avait atteint justement un extrême, on était à moins 1128, et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé justement? Le Bitcoin, il est resté une semaine, 2 semaines ici. À ce moment-là, les institutionnels ont accumulé des positions d'achat, et vous allez voir que le Bitcoin va très certainement péter dans les prochaines semaines. Je pense que là, depuis que j'ai eu ce signal d'achat-là, il a déjà pris quasiment 20 ou 30%. Il doit être à 75K là actuellement. Donc vous voyez, c'est pas du tout déconnant cet indicateur. Donc l'open interest, c'est-à-dire les extrêmes, est-ce qu'on est sur un point extrême? Le positionnement institutionnel, si on est en achat ou en vente, et donc ça on peut utiliser. Donc voilà, et le changement surtout par rapport à la semaine passée. Barchart.com, vous allez ici, Futur, Financial, TFF Report, et vous mettez les mêmes paramètres que moi. Ce que vous pouvez aussi faire, vous pouvez comparer entre les asset managers et les leverage funds. Ici, vous allez pouvoir voir que voilà, les traders retail sont nuls, ils sont nuls à chier, ok? Et donc, vous allez vous mettre contre eux. Là, on a un dollar qui a moins 12 000 de position short. Ça veut dire qu'ils sont tous en short. Je sais même pas comment c'est possible avec le contexte actuel. On a un euro qui est très peu en longue, ok. Et donc à ce moment-là, eh bien forcément, c'est que c'est valable. C'est surtout valable sur le dollar, cette comparaison. Et là, elle est ultra flagrante. Mais voilà. Et sur le Bitcoin, vous voyez qu'ils étaient tous en longue. Et donc c'est à ce moment-là justement où le marché a fait que de s'écrouler, et là où il est venu chercher les bottoms, et là où ça commence à accumuler pour aller à la hausse. C'est incroyable, c'est vraiment un indicateur ultra puissant. Utilisez-le et implémentez-le dans votre système d'analyse. Vous allez voir comment je l'utilise moi juste après. Donc voilà, maintenant je vous ai présenté les 6 données, elles sont toutes gratuites, toutes publiques, et en 30 minutes le dimanche soir, tu peux arriver à récolter toutes les informations pour avoir un biais concret. Évidemment, il faut apprendre à les appliquer et savoir comment savoir et tout, mais ça va être justement tout l'objectif de la partie 3, et je vais t'expliquer concrètement mon pipeline concret de comment tu passes de ce biais fondamental à comment est-ce que tu vas trader ça sur un graphique. Et je vais t'expliquer justement, on va prendre chacune des devises, euro, GBP et le dollar, en t'expliquant concrètement comment aller chercher les informations, comment les interpréter et tout. Maintenant que tu les connais, tu sais quelles sont les informations qu'on va aller chercher. Bon, maintenant que tu connais les 6 données parfaitement, eh bien je vais te montrer exactement ce que je fais le dimanche soir. C'est pas de la théorie, c'est un process réel. On va le faire ensemble, en direct, avec les données de cette semaine. La première chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le calendrier économique. Ça, c'est vraiment la toute première chose qu'il va falloir faire, qu'il va falloir que tu fasses, et je vais, dans un premier temps, regarder les news et repérer quels sont les jours à risque, quelles sont les différentes news qu'on va avoir cette semaine et comment je vais pouvoir anticiper tout ça. Donc là, je vais appliquer ça la semaine du 16 mars, donc lundi, mardi, jeudi et jusqu'au vendredi. Donc sur cette analyse, évidemment, je vais prendre que les 3 paires, euro, GBP et le dollar, donc les 3 devises plutôt, et je vais analyser ce qui se passe là-dessus. Donc, on va avoir le lundi 16, le CPI de la zone euro, ok. Donc là, à ce moment-là, eh bien, il va falloir voir un peu justement les estimations, ce qu'on a. Ça va être une confirmation pour notre biais, mais l'enjeu actuel n'est pas sur l'euro, il est plutôt sur le dollar. Et toute la situation géopolitique, vous allez voir, je vais vous en parler après, et je vais vous expliquer comment l'intégrer à notre analyse fondamentale. Donc, la semaine du 16 mars, on va avoir le CPI, je crois que c'est mardi, c'est pas lundi, je fais une petite erreur ici. Et donc, ça va être le CPI zone euro final de février, donc il est estimé à 1,9%. Ça, ce sera le premier jour du FOMC. Le mercredi, on a la décision de la Fed à 20h, il y a Powell qui est en conférence de presse à 20h30, c'est la pièce maîtresse de la semaine, ok? Donc là, concrètement, on a un meeting avec Dotplot et les projections économiques, ok? Ça, c'est vraiment le moteur et ce qui va vraiment influencer nos décisions sur les prochaines semaines. Là, le marché, il price actuellement un maintien à 96%, on l'a vu juste avant, je me souviens plus exactement, mais voilà, le chiffre, évidemment, il va pas surprendre, on sait qu'il y aura un maintien, ok? Mais ce qu'on va surveiller, c'est le ton de Powell, les différentes projections, est-ce qu'il y aura encore 2 baisses en 2026 ou encore une seule, et surtout comment qu'est-ce qu'il va dire par rapport à la guerre, qu'est-ce qu'il va dire par rapport au pétrole qui est à 100 $ et à la pression sur l'inflation avec tout ça. Donc ça, c'est très important, il va falloir qu'on écoute attentivement ce discours-là. Le jeudi, on a la décision de la BOE, on a un hold qui est attendu, on a 7 votes pour
et 2 votes pour justement le maintenir. Donc la BE va vraiment continuer à baisser, mais forcément, eh bien, le pétrole à 100 $, etc., bah, ça va freiner et ça va avoir un vrai impact sur l'inflation aux UK. Et puis vendredi, bah, il n'y a pas grand-chose. Voilà, ça va être plus calme. On va pouvoir trader avec un vrai biais directionnel concret parce qu'on aura eu toutes les news juste avant. Ça va être vraiment insane. Donc voilà. Maintenant, la prochaine étape. Maintenant que je sais plus ou moins le calendrier, les différentes news qu'on va avoir, j'ai pas encore analysé évidemment le biais sur les devises. Eh bien, il faut le faire. On va aller breakdown chacune des devises pour que vous puissiez avoir une vision très claire sur justement la situation fondamentale du dollar, de l'euro et du GBP pour pouvoir l'appliquer concrètement. Donc, alors ici, on a notre dollar. Donc déjà, on va regarder les 6 indicateurs par devise et on va essayer d'en déduire un biais à la fin. Ok, donc déjà, on regarde les indicateurs sans forcément essayer de déduire un biais. Vous voulez noter, vous allez faire ça exactement ça c'est mon process complet, c'est ce que moi je fais pour avoir un biais. Ok, donc le dollar, comment on va commencer? Eh bien, on va avoir justement le taux d'intérêt actuel. Ok, donc là, on est à 3,50, 3,75. On a une pause après 3 baisses. Il y a FedWatch Tool, donc l'outil que je vous ai montré juste avant, qui nous indique un maintien à 92%. Ok, donc on est plutôt assez neutre. De ce point de vue-là, on se dit que du coup, on avait une projection qui était justement de beaucoup baisser les taux. Là, on est en train de faire un stop justement avec la guerre, etc., parce que l'inflation va peut-être repartir, et puis par rapport à toutes les données d'inflation précédentes, tout simplement, elles n'étaient pas assez basses pour pouvoir baisser les taux d'intérêt. Et donc du coup, on avait pricé il y a longtemps 3 baisses de taux en 2026, là on est passé à 2 et on est peut-être passé à 1. Donc forcément, ça donne beaucoup de force au dollar. Ok. Deuxième chose, on va regarder le CPI, l'inflation. On est à 2,4%, mais là, le problème, c'est quoi? C'est qu'un pétrole à 100 $, le prochain CPI, il va exploser. Ok, évidemment, ça peut être que transitoire parce qu'il suffit que la guerre s'arrête, qu'il y ait des accords, etc., que le détroit d'Ormuz soit réouvert pour que justement le pétrole retombe et que l'inflation retombe. Donc ça peut être transitoire, mais ça peut durer aussi très longtemps. C'est ça justement la notion qu'il faut prendre en compte. Il faut faire justement très attention avec ça. Donc ici, on a notre CPI justement qui est en ligne avec les attentes, mais forcément, le CPI peut remonter à 3%, la Fed le sait, le marché aussi, donc il faut checker ça. Ensuite, on a l'emploi, le NFP, moins 92K, ici c'est désastreux, voilà, on l'a vu justement dans les chiffres juste avant, donc vous savez où aller chercher ces données-là pour vous faire ce petit tableau à chaque fois, et ensuite on va apprendre à déduire en fonction de ça. Moins 92 000 emplois, c'est ultra négatif, le marché il attendait plus ou moins 50 ou 60K, et donc ça c'est le premier NFP négatif depuis très 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 longtemps. Le chômage y remonte, les révisions sont complètement à la baisse en plus, ok. Et donc là c'est un signal très clair, le marché du travail aux US il se dégrade complètement. Ensuite, on a un PMI qui est à 52,3, ok, donc on était à 53 en janvier, et le manufacturing à 51,2. Il est toujours en expansion, mais la tendance, elle est à la baisse. Donc vous voyez, c'est ce que je vous expliquais, c'est pas parce qu'on a un PMI qui est au-dessus des 50 et qui est donc en expansion que c'est forcément ultra bien, parce que si on passe de 55 à 51, c'est qu'on a une tendance clairement baissière, et donc que ça va sûrement continuer par la suite. Surtout quand c'est confirmé par le marché de l'emploi, là forcément, c'est assez désastreux. Ok, donc il faut faire vraiment attention à ça et prendre ça avec des pincettes et surtout savoir l'analyser. Ensuite, on a le discours de la Fed. Powell, là concrètement, il a dit en janvier que il se presserait pas pour baisser les taux d'intérêt. Ok, c'est pour ça que le dollar aussi a repump. Mais depuis, forcément, on a un NFP qui est ultra négatif, un pétrole qui flambe, des tensions au Moyen-Orient, et donc là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la Fed, elle va repousser ses baisses à cause de tout ça? Est-ce qu'elle va les avancer? Parce que là, on a une question, justement, la Fed, elle est pris en étau, parce que on a le NFP, le marché de l'emploi, le marché du travail, la croissance qui est en train de se dégrader, mais l'inflation qui est potentiellement en train d'exploser. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a une inflation qui explose, il faut garder les taux d'intérêt plus hauts. Si on a un marché du travail qui est en train de se dégrader complètement, c'est la relation de 3 entre l'inflation, l'économie et les taux d'intérêt, je vous le rappelle, et bien forcément il va falloir que les taux d'intérêt soient baissés pour soutenir l'économie, mais pas trop parce que sinon l'inflation monte. Et donc là on va voir ce que Powell dit, on va voir ce qu'il en pense, et ça va être ultra intéressant. Ensuite on va aller chercher le quote, comment on est concrètement sur le dollar. Ça a énormément changé, on était en net short dollar, mais ça se réduit progressivement, même agressivement. Là je vous l'ai montré tout à l'heure sur le dollar, on a complètement switch, on est passé à plus 6500 par rapport au dernier rapport. Le rapport du quote, les données s'arrêtent au mardi, elles sont publiées le vendredi, ok. Donc voilà, c'est juste pour information, vendredi vers 21h30 dans ces horaires-là. Et donc on a clairement un gros retournement qui est en cours sur le dollar à ce niveau-là. Et donc c'est très 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 intéressant. Ça nous donne des perspectives
perspectives là-dessus. Forcément, on a le risk-off lié à la guerre qui rentre en compte là-dessus, mais ça, on en parlera juste après. Donc là, en résumé, on a une économie US qui ralentit, on a un NFP qui est négatif, un PMI qui est en baisse, mais le dollar, il est soutenu par le risk-off géopolitique. Et forcément le pétrole à 100 $ qui va potentiellement bloquer la Fed, mais on n'a pas encore vraiment les conséquences là-dessus. Donc voilà pour cette partie-là. Maintenant, on enchaîne avec l'euro. Alors, sur la partie euro, on a des taux d'intérêt qui sont à 2%, ils sont en hold depuis février. Là, il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. On avait une baisse anticipée, mais forcément, la géopolitique pourrait vraiment le retarder et le fait que l'inflation reparte avec justement la pression énergétique, ça va faire changer la donne. Ça devrait pas baisser, à mon avis, autant que prévu. On anticipait une baisse de 25 points de base bientôt dans les prochains mois, mais donc là, ça va être carrément retardé. Au niveau de l'inflation du CPI, on est en zone euro à 1,9%, juste sous la target des 2%, c'est parfait. Ok, on a une légère surprise à la hausse parce qu'on était à 1,7% en janvier, et on a un corps qui est estimé aux alentours des 2,1-2,2%, il me semble. Mais donc là, on est autour de la cible d'inflation. Là, il y a absolument rien à craindre à ce niveau-là, surtout qu'on a des taux d'intérêt qui sont bas. Donc, on a une marge de manœuvre si jamais c'était amené à augmenter. Le marché de l'emploi, il reste très fragile en Europe. On a des pertes d'emplois signalées dans les PMI. C'est pas aussi dramatique qu'aux US forcément, parce qu'aux US c'est vraiment un gros carnage. Mais voilà, on reste quand même prudent à ce niveau-là. On a une économie qui est plutôt bonne, mais pas brillante par rapport aux taux d'intérêt qui sont hyper bas. Je trouve que ça soutient pas vraiment l'économie. Donc on a une économie qui reste assez fragile. Dans le cas où une inflation repart, ce serait compliqué pour la BOE de monter les taux parce que forcément ça mettrait directement un gros coup à l'économie. Le PMI en zone euro, il est en hausse. Il est à 51,9 alors qu'il était à 51,3 en janvier. Et donc, ça, c'est plutôt cool. C'est un signal positif, mais qui reste forcément assez fragile parce que il y a eu aussi pas mal de tarifs douaniers et tout liés à Trump. Donc, ça, c'est à prendre en compte parce que forcément, ça va réduire les exports et donc la production en interne en France. Ok. Donc voilà pour cette partie-là. Sur la partie Banque centrale, discours. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, elle reste prudente. L'incertitude est quand même à son maximum, il y a les tarifs, il y a la guerre. La BCE, elle est juste en mode « j'attends et je vois ». C'est clairement le ton qu'a employé Christine Lagarde, la présidente de la BCE, et les actions qu'elle fait traduisent ça aussi. Donc voilà. Sur euro, d'un point de vue quote, on était massivement longue, proche des records, on a tapé même des records, ok. Et là, ça commence à réduire. Ça commence à réduire et ça a énormément réduit. On l'a vu dans le rapport juste avant que, justement, on a un sentiment de risk-off qui s'installe, qui s'intensifie et forcément, bien, les positions des institutionnels se sont complètement écroulées d'un point de vue long et elles sont beaucoup repassées en short. Ils ont pris énormément de profit, je pense, pour aller chercher et acheter du dollar. C'est tout simplement le principe de risk-off. Donc voilà, et ça, en fait, là, on s'est déjà clairement retourné à ce niveau-là. Donc voilà pour la zone euro. On va maintenant enchaîner avec la livre sterling. Alors là, c'est vraiment une situation très complexe, très compliquée, vous allez voir, parce que on est dans une phase où la BOE est un peu justement coincée. On a des taux d'intérêt qui sont à 3,75%. En février, elle a maintenu ses taux, mais c'était serré, 5 votes contre 4. Vous les coupez de 25 points de base et 5 étaient contre, ok. Donc ça, c'est un signal assez dovish clair parce que forcément, la moitié du comité voulait baisser. La majorité a tenu et cette semaine, on attend encore un hold. Donc forcément, on va voir pourquoi ici, ils veulent justement couper, ok. Pourquoi ils hold justement à cause de l'inflation et puis surtout du baril, etc. Vous allez voir, je vais expliquer ça. En gros, aux UK, on a une inflation qui est sortie à 3% en janvier. Elle est en baisse par rapport aux 3,4% en décembre. On est plus ou moins sur une tendance descendante, comme je vous l'ai montré sur le graphique juste avant. C'est la bonne direction, mais c'est toujours un chiffre qui est ultra haut. C'est le chiffre le plus élevé des 3 zones, surtout avec un pétrole qui est monté à 100 $. Là, la prévision de la BEE d'un retour, je crois qu'ils priçaient un retour à 2% au printemps, il me semble. Bon, là, ça me semble un peu compliqué pour eux, clairement. Donc, forcément, le pétrole, il va maintenir l'inflation carrément élevée aux UK et ça va changer le calendrier de la Banque centrale. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, là, sur la prochaine décision, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est pas encore tombé, mais je pense à 99% qu'on va avoir un hold. En tout cas, c'est ce que le marché price. Du coup, d'un point de vue emploi, marché du travail, là, ça se détériore aussi. On a des pertes d'emplois significatives. Les PMI ils confirment que les entreprises, elles n'embauchent pas, il n'y a pas de création d'emplois concrètement. Le PMI, lui, il est à 53,7. C'est le meilleur des 3 zones, ok, sur 10 mois consécutifs d'expansion. Mais c'est vraiment le seul point positif du tableau.
parce que sinon on a des taux hauts, on a une inflation élevée, on a un emploi qui est en baisse, le PMI est plutôt pas mal, et donc du coup, là concrètement la BE elle est coincée, elle est complètement coincée. On a une inflation qui est à 3% qui devrait justement baisser, mais pas trop parce que le pétrole l'empêche. L'économie elle stagne. Du coup, couper les taux, ce serait un risque que l'inflation reparte, très concrètement. Mais justement, si il laisse les taux comme ça, l'économie va tellement se détériorer que ça va finir en récession. Donc là, c'est la pire position des 3 banques centrales de loin. Et donc ça, forcément, la conjoncture structurelle fait que ça donne pas forcément confiance aux investisseurs et ils n'ont pas envie forcément d'acheter de la livre sterling. Et donc par rapport au dollar, elle est bien moins forte. À taux d'intérêt égal, actuellement, on préfère acheter du dollar plutôt que de la livre sterling. Évidemment, c'était valable sur les dernières semaines. Là, avec les chiffres du NFP, ça remet un peu ça en compte, mais ça reste toujours assez vrai. Donc la livre sterling, là aujourd'hui concrètement, en une phrase, elle cumule tout. Inflation haute, pétrole qui empêche de baisser l'inflation justement, une BE qui est complètement coincée, un quote qui est bearish, et en plus de ça, forcément, c'est un importateur net de pétrole. C'est parce que forcément ils importent absolument tout leur pétrole est importé. Et donc là à ce niveau-là, forcément ça fait mal et ils sont complètement dépendants de ça et donc l'inflation devrait beaucoup remonter. Donc forcément, évidemment maintenant il faut qu'on parle du truc qui va écraser les 6 données de la semaine et forcément c'est la géopolitique. On a une guerre en Iran, je pense que vous êtes à peu près tous au courant si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. US-Israël contre l'Iran, ok. Le conflit il a commencé le 28 février avec des frappes surprises. Le Brent il est passé de 65 $ à plus de 103 $ le baril, quasiment plus 50% en 3 semaines. L'Iran forcément a répondu à ça et a bloqué le détroit d'Ormuz. Il y a plus un millier je crois de tankers qui sont bloqués, ok. 20% du pétrole mondial passe par là et ça forcément c'est une tension diplomatique. C'est une guerre qui est ouverte. Le guide suprême, forcément, il a été tué. Il y a, à mon avis, Netanyahou qui a été tué aussi. Ok, donc là, ils sont en train vraiment de tout éclater. Ils balancent des trucs partout au Moyen-Orient, sur les Émirats Arabes Unis, etc. Bon, bref, je suis pas là pour vous faire le reporter de guerre. C'est pas le sujet de cette vidéo. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe ? Comment le marché réagit à ça, forcément? Eh bien, on arrive dans un scénario de risk-off. Quand le monde a peur, l'argent, il va vers le dollar, c'est la devise refuge mondiale. Et donc forcément, même si on a des chiffres de l'emploi qui sont pourris, même si on a une prévision de baisse des taux d'intérêt, etc., eh bien, on va pas aller chercher des ventes sur le dollar. Parce que c'est un fait, lorsque le monde a peur, le risk-off s'active et l'argent, il va vers le dollar. C'est la devise refuge mondiale et peu importe forcément le NFP, le PMI, etc., quand il y a des guerres, c'est vers le dollar et c'est fini. En plus de ça, on a un pétrole qui est à 100 $, donc l'inflation remonte partout, la Fed peut pas baisser les taux dans ce contexte, et donc forcément elle est coincée, et une Fed qui est à 3,75% pendant que la BCE est à 2%, c'est un différentiel de taux à 1,5%, et forcément sur des gros capitaux, c'est absolument massif. Ok ? Il y a Trump qui a mis des tarifs douaniers, il change tout le temps parce qu'il se fait recadrer par la Cour suprême, un coup c'est 10%, un coup c'est 15%, etc. Donc forcément ça freine toutes les exportations européennes, ça crée de l'incertitude, ça ralentit l'économie en zone euro, et aux UK aussi évidemment, et donc ça, forcément pour l'économie américaine, à court terme, c'est des flux entrants qui rentrent aux US d'un point de vue du dollar parce que forcément ça agit comme un peu un support supplémentaire sur la devise. Donc tout ça, qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Eh bien, en fait, les données macro pures, elles disent quand même qu'on a un dollar assez faible, le NFP négatif, les PMI en baisse, le quote qui est en short record, avant évidemment la période de guerre, parce que forcément ça switch, mais le feed géopolitique, il fait que on se rend compte que le risk-off, il domine clairement. Ok, le dollar là, il est en mode safe haven, c'est exactement le genre de semaine où justement les traders qui regardent que la technique, ils vont se faire massacrer. Si vous comprenez pas ce qui se passe là d'un point de vue géopolitique fondamental, vous allez littéralement vous faire massacrer. C'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo et que je vous apprends à gérer tout ça. Il faut vraiment voir le contexte global. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer l'euro et le GBP pour voir quelle est la devise la plus faible. Ok ? Ça, c'est très important et ça va nous aider sur la construction de notre biais. Donc là, le but de ça va être vraiment de voir laquelle des deux devises est la plus faible. Évidemment, les deux sont baissières face au dollar, mais on va voir justement laquelle il faut shorter en priorité. Donc, l'euro, on a certes un différentiel de taux qui est plus large face au dollar. On a 1,50 à 1,75, des tarifs qui sont plus élevés et un quote longue qui peut justement déboucler violemment, ce qui s'est passé forcément. La livre, on a une inflation qui est à 3%, la BE qui est dans la pire position des 3 banques centrales, les UK qui est un importateur net de pétrole, donc l'inflation devrait réexploser. Et le quote, il est déjà bearish. Ok, donc on n'a pas attendu les frappes et le début de la guerre au Moyen-Orient pour que ce soit bearish. Donc là, forcément, c'est assez serré, mais concrètement, là, on a la livre
sterling qui accumule vraiment, inflation, BE coincé, importateur de pétrole, côte bearish. Là concrètement, si je pose le pour et le contre, je suis beaucoup plus shorter sur GBP que sur euro, ok, parce que bah forcément GBP c'est vraiment le véhicule, la devise qui est la plus faible pour moi aujourd'hui. Évidemment, l'euro USD est aussi baissier, hein. Il y a aussi un risque spécifique. Le côte est sur un long record. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que ça s'est retourné là sur les 2-3 dernières semaines. Il y a eu la guerre, on était sur un long record. C'est le principe du verre d'eau, quand il est rempli, rempli. À la fin, il peut plus assumer ça. Ok, donc il faut qu'il se vide avant de se remplir. C'est jusque-là assez logique. Donc voilà, il faut vraiment checker ça. Ok, là on est vraiment dans une situation compliquée, mais du coup on arrive à un biais fondamental que je vais vous donner juste après et je vais vous apprendre là dans les 15 prochaines minutes à synthétiser les informations pour construire un biais global en pourcentage et savoir exactement si on est haussier et baissier et à combien de pourcents. Ok, donc sur euro USD, je me suis trompé, là j'ai mis 70% et sur GBP 65, c'est l'inverse, là j'ai 65% de biais vendeur, ok. Pourquoi? Plusieurs choses. Première chose, le dollar il est en mode safe haven avec la guerre Iran, on a un risk-off global, le pétrole monte à 100%, ce qui empêche la Fed de baisser les taux d'intérêt, elle est coincée à 3,50, 3,75. On a les tarifs douaniers sur l'UO qui freinent l'économie européenne et les exports, et donc le différentiel de taux entre la Fed et la BCE qui est assez énorme dans ce contexte-là et qui en fait favorise le fait que la Fed ne va pas baisser les taux d'intérêt tout de suite, ça encourage les investisseurs sur du moyen court terme à acheter du dollar. Ok, donc forcément tout ça, ça attire des capitaux vers le dollar. Le risque, c'est quoi? C'est qu'on a un FP qui est à moins 92, ok, qui montre que l'économie US s'affaiblit clairement. Le quote, il était en longue record sur euro, mais là, il est repassé plus bas. Du coup, ça peut nous donner une marge de manœuvre pour que justement ça reparte, si justement le dollar switch, parce que là, on arrive sur un extrême haussier sur le dollar. Et forcément, en fait, si là, dans tout ça, on a un cessez-le-feu à l'Iran, ou une désescalade, donc voilà que tout commence à aller mieux, que le détroit d'Ormuz réouvre et tout, et bien là le dollar va chuter et l'euro va beaucoup remonter et ça assez violemment. Ok. Donc le scénario pour moi qui va tout changer, c'est si Powell là mercredi il a un ton qui est dovish malgré le pétrole et s'il dit bah voilà on reste prêt à baisser les taux, le marché va pricer un cut de taux dollar et forcément ça va le dollar va lâcher encore plus si on a un cessez-le-feu ou quelque chose comme ça. Donc voilà, pour ça que j'ai un biais baissier parce que forcément on reste en période de risk-off, mais dans le cas où on a un switch là-dessus et que les données continuent à être vraiment mauvaises, etc. et que l'inflation monte pas forcément, là l'euro va reprendre de la force et le dollar va en perdre. Donc voilà un peu mon analyse tout simplement. Ensuite, GBP-USD, donc là 70% de contexte baissier. C'est la même logique, on est en période de safe haven, on est en risk-off global, les UK sont un importateur net de pétrole, on a un CPI qui va remonter, ok, si la guerre ne cesse pas, que le détroit d'Ormuz ne réouvre pas, c'est un fait, et puis le pétrole là il est à $100, mais il peut très bien passer à 150, à 200, à 250, c'est possible, ok, ce sera transitoire, mais c'est possible. En février, on a la BEE qui a maintenu ses taux, mais le vote était serré, presque la moitié du comité voulait couper, hein, je vous le rappelle. On a une inflation qui refuse de baisser, c'est la pire combinaison, et donc c'est pour ça que structurellement le GBP c'est dégueulasse, et c'est pour ça que justement les institutionnels sont massivement en short là-dessus, et donc forcément à court terme ça nique un peu la réputation et surtout la conjoncture structurelle de la livre. Le seul point positif, c'est qu'on a un PMI UK qui montre que l'économie elle tourne un peu mieux que prévu, voilà, c'est le seul truc. Maintenant ce qu'il faut voir, c'est que la BEE, si elle nous surprend avec un ton vraiment hawkish et un hold unanime et un ton ferme sur l'inflation, là forcément ça va vraiment soutenir la livre sterling par rapport au dollar. Évidemment on reste en période de risk-off, donc ça restera plus ou moins baissier, mais si jamais il y a des news favorables au risk-on qui tombent, forcément le GBP va vraiment repartir. Mais voilà, on reste dans une période de risk-off de toute façon. Donc concrètement, moi sur la semaine, comment je vais gérer ça? On va avoir une partie euro-USD où là je vais chercher des ventes. Mon objectif premium, c'est que le prix fasse des rallyes vers une zone de supply H4, et donc là je vais essayer de chercher des setups de vente. Ok. GBP pareil, je suis vendeur, c'est vraiment le short le plus propre, mais forcément je vais attendre la BE. J'attends la BE, il me semble que c'est jeudi. Ok. Et donc forcément mercredi on a la Fed, etc. Moi je vais pas essayer de trader. Si j'ai une petite opportunité, je pourrais éventuellement rentrer si c'est dans le sens de mon biais et tout, mais je vais rester assez safe là-dessus et je couperai coûte que coûte, je couperai avant les grosses annonces. Ok. Ce qu'il faut évidemment surveiller, c'est un
cessez-le-feu. Si on a des cessez-le-feu, que le détroit d'Ormuz réouvre, etc. et que je suis en short, là, faut exit tout de suite, ok, parce que forcément ça va exploser. Puis voilà, il faut justement checker ce que Powell dit. Si on est au quiche, si on parle de inflation qui va remonter, si on parle de tout ça, forcément ça va confirmer notre biais sur le dollar et le fait que là on va transitoirement repartir très certainement à la hausse. Ok, donc ce biais-là, il repose majoritairement sur le risk-off. Si le risk-off il disparaît, le biais s'annule. Et toutes les news liées à la désescalade, forcément, ça va être une réévaluation complète de notre biais. Ok, c'est pour ça que des fois je le fais une fois par semaine, mais ça peut arriver que je le fasse une autre fois si on a des news très importantes, parce que forcément il faut savoir se réinventer et se réadapter. Si je peux tirer une conclusion et une leçon de cette semaine sur la partie fondamentale, ici on a des données macro qui disaient un dollar plutôt faible, mais la géopolitique elle a dit un dollar fort. Et donc en fait la géopolitique elle va toujours gagner. Et donc en fait la géopolitique ici elle a gagné, pas toujours, mais quand il y a des effets de surprise, quand il y a une guerre, quand il y a du pétrole à 100 $, etc., forcément le risk-off il va écraser absolument tout le reste. Et c'est exactement pour ça que tu peux pas te concentrer uniquement sur les 6 chiffres dans un tableau, tu dois comprendre le contexte, ce qui se passe autour, et surtout tu dois quand même rester alerte face aux news et à ce qui se passe. Ok, c'est pas si simple que ça. Évidemment, une fois que tu as compris les logiques d'inflation, de croissance et de taux d'intérêt, là, ça reste assez simple. Mais il faut aussi être en capacité de voir ce qu'il y a autour. Ok, tu peux pas te concentrer uniquement sur tes 3 petits actifs et penser qu'à ça, sinon tu vas complètement te tromper sur le biais. Donc voilà, cette semaine, concrètement, le contexte, c'est uniquement la peur. Mais voilà, on reste alerte face aux news et il faut suivre de très près ce conflit justement pour voir ce qui peut éventuellement se passer. Et évidemment, ça, c'est quelque chose que je fais tous les dimanches soirs. Là, tu vas pouvoir mon analyse. Évidemment, elle n'est pas ultra détaillée parce que je suis resté assez simpliste là-dessus évidemment, mais ce que j'ai décidé de faire pour pouvoir t'aider et que tu puisses avoir vraiment la structure complète de comment est-ce que moi je fonctionne à ce niveau-là, je t'ai créé un template d'analyse. Donc, je vais t'expliquer concrètement sur un document, j'ai repris et c'est un résumé concret de tout ce que je t'ai dit avant. Donc, les 6 données fondamentales, comment les chercher, comment les interpréter. Un lien direct vers chacune des sources, ok, les sources pour les taux d'intérêt, pour voir les prédictions, les sites internet pour voir les différentes news et tout ce que tu peux avoir autour de tout ça. Je t'ai créé vraiment une boîte à outils avec plus de 20 liens vers des sites internet que même peu de personnes connaissent, qui sont ultra importantes et que moi j'utilise, même des canaux Telegram qui vont te donner des news en direct sur la guerre et tout. Tu vas voir, c'est vraiment ultra puissant. Je t'ai aussi préparé une liste de questions à te poser pour que tu puisses savoir exactement quelles sont les bonnes questions à te poser pour pouvoir créer un biais fondamental concret et surtout valable, un biais fondamental valide. Et ensuite, je t'ai donné un exemple de mon format, celui de cette semaine, pour que tu puisses l'avoir. Même si tu regardes cette vidéo dans 3 mois, ce sera toujours valable. Je t'enverrai justement le template de mon format qui fait plus de 10 pages, qui est littéralement insane, pour que tu puisses toi le reprendre et t'entraîner à le refaire. Et que comme ça, tu aies justement une idée concrète de comment je structure mes rapports de plus de 10 pages à chaque fois, chaque semaine, que je fais le dimanche, pour avoir justement un biais concret sur la semaine. Pour avoir accès à tout ça, c'est simple, tu m'envoies checklist en DM sur Insta. Je peux pas tout te représenter là, sinon la vidéo ferait 15 heures. C'est pour ça que je fais ça et que je te résume exactement tout ça dans quelques fichiers que je vais t'envoyer avec plaisir. Donc voilà, tu m'envoies checklist sur Insta en DM, n'hésite pas à t'abonner à mon compte, ça fait plaisir. Donc voilà, écoute, on continue dès maintenant avec la suite de la vidéo. Évidemment, t'as beau avoir le biais, t'as beau avoir les top-down analyse, t'as beau savoir exactement comment analyser le marché en HTF, etc. Si tu sais pas comment exécuter et que t'as pas les notions en analyse technique pour le faire, ça sert pas à grand chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais te montrer 3 trades réels, dont un que je n'ai pas pris, ok, parce que tu vas voir, il y a plusieurs choses très intéressantes que je vais t'expliquer là-dessus, et je vais t'expliquer le pourquoi du comment je l'ai pas pris. Et en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que le lundi matin, le lundi soir, moi je trade jamais le lundi déjà pour des principes de liquidité dans la stratégie. Après ça, c'est libre à toi de le faire ou pas. Mais en fait, ce que tu vas faire, c'est que le dimanche, tu construis ton biais fondamental. T'as ton biais fondamental pour la semaine que tu réadaptes à chaque fois qu'il y a une grosse news sur la semaine, ok. Et tu vas faire une top-down analyse que je vais te montrer, je vais t'expliquer comment on fait ça et comment on applique ça au biais directionnel, ok, pour pouvoir savoir exactement si ton biais fondamental s'applique avec ton biais directionnel, ok, avec ta top-down analyse. Et si les deux se mettent ensemble, se mettent en corrélation, et là justement, c'est là où tu vas chercher la puissance de ton biais. Et une fois que tu as ça, forcément, tu vas pouvoir exécuter. Tu vas pouvoir exécuter sur ta stratégie avec une mécanique précise. Et c'est ça qui est ultra important, c'est ça que moi j'utilise depuis des années pour être rentable, c'est plus de 3 ans, 4 ans maintenant que j'utilise cette pipeline-là, ok. Et donc, dès maintenant, je vais te présenter exactement le contexte et 3 trades réels que moi j'ai pris
directement sur mes comptes pour que tu puisses voir exactement comment je fonctionne avec ça et comment je passe de l'analyse fonda à la top-down analyse. Je mets ça ensemble et j'exécute. Nous voilà pour le premier trade. J'ai décidé finalement de vous en montrer que 2 parce que ça suffira, vous allez voir. Je vais vous expliquer en détail mon process d'entrée et comment j'ai géré tout ça, pourquoi je suis rentré et tout. Ça va être vraiment une bombe de valeur et ça va surtout appliquer tout ce que je viens de vous dire avant dans une position sur le marché réel. Donc là, vous pouvez voir le screen, je l'ai mis partout sur mes réseaux. Ceux qui me suivent, vous avez vu que j'ai pris ce trade. Et puis là, l'exécution. Ok, donc ça maintenant, on s'en fout et on va passer directement à l'exécution pour voir concrètement quelle était la situation de ce point de vue. Déjà, on va parler contexte. Là, on voit quoi? On voit que on a eu un énorme sweep de liquidité ici. Ok, le prix est venu et il a fait une énorme mèche de réjection. Et donc là, si on était venu sweep la liquidité et que le prix avait clôturé au-dessus de ça ou au-dessus de ça, je me serais dit, ok, bah peut-être qu'on va aller chercher des plus hauts. Mais là, il n'y a aucun monde où, dans ce contexte-là, le prix ne retrace pas au moins sur les 0,5 ou là pour aller chercher le fair value gap externe pour justement rebalancer le mouvement. Ça, c'était la première chose. Là, on parle pas d'analyse fonda pour l'instant. Ensuite, on avait ici justement le prix qui était parti avec une énorme englobante haussière. On arrive au milieu de semaine et à ce moment-là, le prix il commence à taper le high du lundi, du mardi et à revenir sur des zones ultra intéressantes. Ok, donc ça c'est mon contexte daily, weekly. Ici, on voit quoi? On voit que le prix, il y a un FVG externe, un fair value gap, un order block. Et au moment où je prends mon setup, il tape pile toutes ces zones-là. Ok. En plus, on revient sur les 0,5. Il n'y est pas au pips près, mais peu importe. Là, on revient aussi sur l'OTE de la dernière grosse impulsion qui casse les structures. Donc ici, on est en zone de premium. On revient dans des zones ultra pertinentes. De toute façon, il n'y a pas vraiment de zone à aller chercher plus haut. Là, il n'y a plus de fair value gap. Là, il n'y a plus rien. C'était la dernière zone HTF en premium à aller chercher avant d'aller plus bas. Ça aussi, qu'on a eu énormément de volume et que c'est ultra intéressant. Donc là, d'un point de vue contexte HTF, déjà, je sais que je suis dans le sens du biais et que ma zone est cohérente. Ça, c'est la première chose. Ok. Ensuite, maintenant, on va passer un peu à la fonda et on va aller checker un peu les dernières news là-dessus. Donc là, on voit que on avait une inflation qui montait un peu. Ok, on avait un taux de chômage qui était plutôt assez stable. Mais là, du coup, c'était surtout le dollar à ce moment-là qui a drivé le truc. Il n'y avait pas encore de guerre au 4 février, ça a commencé le 28. On s'en doutait pas, enfin le marché ne s'en doutait pas en tout cas. Et donc ici, en fait, ce qu'on a eu concrètement, c'est que le dollar a fait un énorme rallye. En fait, il a explosé à la baisse, il est venu chercher énormément de liquidités et puis après directement il s'est retourné avec énormément d'SMT divergence et tout. Là, je pourrais donner vraiment 200 confirmations à ce genre de setup. C'est des setups vraiment ultra clean, mais d'un point de vue fonda, on était vraiment haussier, enfin plus haussier dollar sur le court terme et baissier GBP. De toute façon, GBP on est toujours assez baissier parce que forcément, déjà il y a le safe haven actuellement. Bon, de toute façon, je vais pas vous refaire la situation actuelle, mais là, le dollar était fondamentalement ultra baissier par rapport à ce que je vous avais dit juste avant si on l'applique à la période, et ultra haussier, pardon, et le GBP baissier. Maintenant, l'exécution, c'est très simple. J'ai attendu un breaker block sur un top avec une énorme englobante baissière, une SMT divergence, et je suis rentré directement à ce moment-là. Vous voyez, pas compliqué. Faut juste, en fait, avoir de la logique. Faut de la logique d'esprit, faut réfléchir un peu quand vous prenez les setups, il faut se dire, ok, là, c'est cohérent ou là, ça ne l'est pas. Et lorsque ça ne l'est pas, il faut écarter l'idée et de prendre cette opportunité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à prendre des trades comme ça, des setups comme ça qui sont absolument fous. Franchement, là, c'est fou, d'arriver à prendre des setups de CR comme ça en les tenant, parce que là, forcément, je suis pas sorti de ma position ici parce que je savais, j'avais une conviction, je savais pertinemment où le marché allait. Ça, c'est la première opportunité. Maintenant, on passe à la deuxième. Alors, sur euro, d'un point de vue fonda, on était un peu plus haussier que sur GBP déjà. Et là, je vais vous expliquer ce trade qui est absolument magnifique. Alors, on va revenir ici. Donc là, on a directement l'exécution du trade qui est là. Voilà, je l'ai pris et je l'avais coupé directement après parce que ça, c'était un screen, je sais plus, je crois qu'il était 23h ici. Après, le prix avait pump un peu et puis je voulais aller me coucher. On était proche du TP, je voulais pas risquer que ça se retourne, donc j'avais coupé directement ici. Alors, on voit ici, à ce moment-là, là, la bougie n'est pas clôturée, évidemment, c'est la bougie du lundi. On voit précisément ici que on a eu, certes, cette mèche de réjection. Le prix est venu, il a rebalancé ici, il est revenu chercher justement le breaker, les order blocks qu'on a ici, les order blocks externes. On a comblé les fair value gap en monthly. Et ensuite, le prix, là, nous fait une énorme englobante aussi. Donc là, à ce moment-là, précisément, on est dans une phase plutôt haussière, ok? Ici, le prix, il revient chercher notre order block. On a un rejection block ici qui revient chercher. On va aller maintenant en daily pour voir un peu ce qui se passe. Là, vous voyez, ça nous donne la picture globale. On voit que le prix, il a fait un énorme rallye haussier. Il revient combler ici pile le fair value gap. On a un order block pile à ce moment-là et
le prix il revient pile le toucher. Ok, donc là on est plutôt assez bullish sur cette zone là, en tout cas ça reste plutôt intéressant. Donc là on revient dans l'OTE et en plus de ça on avait défervé le gap ici que le prix n'a pas respecté, donc on est passé sur un modèle de livraison du prix aussi. Ok, donc ça c'est pour les confirmations, les confluences HTF. Là, on était revenu dans les zones pertinentes et tout, donc là il n'y a pas grand doute quant au fait que le prix était, c'était assez pertinent justement prendre un achat ici. Donc là après, d'un point de vue exécution, on parlera de la fonda juste après. C'est assez simple, hop, position longue. Là, ici, on a un breaker block, SMT divergence. Je rentre en position juste ici, je mets mon stop loss sous le plus bas. Et après, on va chercher la première grosse liquidité ici à plus de 6,7 R. C'est absolument énorme. Voilà, c'était à peu près ce que j'avais target, il me semble. Donc ça, c'est magnifique. Très, 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 très beau setup. Mais évidemment, ça suffit pas. Comme confirmation, il faut avoir un peu plus de confiance fondamentale pour essayer de voir un peu quel était le contexte fonda, justement, à ce moment-là. Donc le contexte fonda il était assez simple, on a les states avec une inflation qui était en train de remonter, on a justement une croissance qui se détériore au fur et à mesure des rapports justement aux États-Unis. On a un non-farming payroll là le 11 février qui était annoncé à 130, mais évidemment il a été révisé de plus de 50K je crois après, donc au final il n'y avait rien. On avait le taux de chômage qui avait un tout petit peu baissé, mais après les autres news telle que l'inflation ne baissait pas. Et on était, une très légère, toute petite baisse vraiment, mais tout de suite après c'est reparti évidemment. Et donc en fait là on avait un stade où on était mid, en gros on était, du coup le dollar était vraiment en contraction parce que l'économie était vraiment nulle, l'inflation stagne et il pouvait pas vraiment encore baisser les taux d'intérêt. Et l'euro était dans une situation plutôt assez stable, une croissance plutôt relativement bonne, des taux déjà assez bas et plus de confiance structurelle dans la devise et l'économie entre guillemets. Et donc à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette opportunité. Donc il n'y avait pas vraiment de gros catalyseurs que ce soit avant ou après sur ce trade. C'est pour ça que c'était plutôt assez cohérent parce qu'on avait un biais qui était en gros à mid-mid, 50-50 aussi baissier. Et c'est pour ça qu'avec beaucoup de contexte HTF, prendre ce trade, c'était cohérent. Ok. Mais après évidemment, j'aurais pas été chercher 200 pips de TP. Non, je respecte mon plan, je respecte ma strat et je prends les opportunités qui me semblent plutôt assez cohérentes. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'arrive à être rentable, que les gars y arrivent aussi. Et c'est pas de secret, c'est vraiment une méthode que j'applique à la lettre de la même manière à chaque fois. Et absolument tout ce que je t'ai montré là, je le fais déjà pour les membres de mon accompagnement, c'est-à-dire que je leur donne mon rapport toutes les semaines pour qu'ils puissent justement s'exercer et comparer leur biais avec le mien pour qu'au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, ils se ressemblent complètement et qu'ils aient enfin compris comment appliquer la fondamentale dans leur trading. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un canal Telegram et chaque dimanche, je vais poster un rapport complet de 10 pages sur lequel je vais faire une analyse macro, le biais directionnel de euro, de GBP, le biais sur le dollar, la preview complète de la semaine, un dashboard avec des données, ça fait 10 pages et ça, c'est chaque semaine et c'est ce que moi je fais avec tout ce que je t'ai présenté ici. Et en plus de tout ça, du lundi au vendredi, je vais faire un bref quotidien, c'est-à-dire que je vais donner en gros les différents événements du jour, ce que ça va changer pour ton biais, les différents scénarios et mon biais fondamental à 48 heures sur Euro-USD, GBP-USD et le dollar. Si tu veux avoir accès à ça gratuitement pendant 4 semaines, peu importe à la période à laquelle tu regardes cette vidéo, même si tu la regardes dans 3 mois après qu'elle soit publiée, ce sera toujours valable. Tu m'envoies biais en DM sur Instagram. Je t'enverrai l'accès directement de mon canal et donc en fait là-dessus tu pourras directement profiter d'un accès gratuit 4 semaines sur lequel justement tu vas pouvoir avoir accès à tous les rapports hebdomadaires, donc 4 rapports hebdomadaires que je vais faire de plus de 10 pages ultra bien formés, etc. Tous les brefs quotidiens chaque jour, du lundi au vendredi, tous les biais en temps réel sur EURUSD, GBP, USD, des flash news aussi, dès qu'il y a une news ultra importante, on a un algo qui scanne plus de 150 sources à la seconde et que justement dès qu'il y a une news high market impact qui sort, il nous la donne en direct. Et donc voilà, je te donne 4 semaines gratuites là-dessus, tu as juste à m'envoyer biais en DM, c'est aussi pour t'aider justement sur toute la partie fonda, que tu puisses voir concrètement comment j'applique ça, pas juste avec une fois, mais avec 1, 2, 3, 4, 5 fois, comme ça va vraiment t'aider. Donc voilà, tu m'envoies biais en DM sur Insta, je te donne accès à ça gratuitement, et puis en espérant que ça puisse t'aider pour continuer la suite et justement devenir enfin rentable. C'est l'objectif de cette vidéo, mais on n'a pas fini. Attends bien la suite, tu vas être surpris. Parce que tout ce qu'on a vu avant, il faut savoir l'appliquer aux propres firmes, et sans les méthodes d'application, forcément ça marchera pas, ça ne fonctionnera pas, et c'est pour ça que dans la prochaine partie, on va voir comment appliquer ça directement. Alors évidemment, les propres firmes, j'ai commencé comme toi, mon premier challenge je l'ai raté, j'ai touché mon drawdown max. En fait, je tradais absolument tout ce qui bougeait, j'avais pas de filtre, pas de biais, je voyais un setup, bam, je cliquais, je voyais un peu l'appât du gain, finalement avec le RR, tu places ton TP, tu dis là c'est bon, je passe mon challenge. Tout le monde fait ça, ça m'est arrivé des dizaines de fois, il y a
3, 4, 5 ans maintenant, ok. Bah forcément, j'en ai raté d'autres, ok. J'avais amélioré ma technique, je faisais du coup beaucoup plus d'erreurs psychologiques, 4, 5 trades par jour. Je me disais, plus je trade, plus ça va passer vite, etc. C'est complètement faux, tu vois. Je vais démonter tous ces arguments-là juste après. Une fois, j'ai réussi à en passer un, donc c'était mon premier Funded. Et puis, bam, je l'ai perdu en 3 semaines sans faire de payout parce que, forcément, dès que j'ai eu le Funded, j'ai changé, j'ai voulu performer, faire de l'argent, etc. Et donc, c'est là justement où j'ai pris des tailles plus grosses, j'ai risqué plus. Et dès que j'étais parti un peu en drawdown, ça m'a complètement fait vriller. Et donc, c'est exactement ce qu'il faut surtout pas faire. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les prop firmes, évidemment, il y a des objectifs, il y a des règles. Tu as un objectif de profit, 8-10% en phase 1, et ça dépend si tu as en compte une phase, deux phases. Et ça dépend pareil pour le drawdown. Je suis pas là pour vous exposer les règles prop firmes. Mais voilà, tu as un drawdown journalier à 5%, tu as 5 jours de trading minimum, 4 jours, ça dépend des prop firmes, etc. Mais en fait, les traders, ils vont échouer parce qu'ils savent pas trader. Ok. Le problème, c'est pas qu'ils ont pas les connaissances techniques, c'est pas qu'ils sont complètement nuls en trading, non. C'est qu'ils prennent trop de trades, trop de risques, trop vite, et ils veulent finir leur challenge en 3 jours. En fait, le problème de tout ça, c'est que tu vois trop les gains, tu vois pas le trading, tu vois pas la constance, t'as pas confiance en ta stratégie, et il y a plein de choses qu'il faut régler, dont notamment le biais directionnel et l'analyse fonda pour avoir une vraie confiance en ta stratégie. Mais ça suffit pas. Il faut aussi avoir une grosse maturité d'esprit. Donc voilà, je vais t'expliquer les 3 raisons principales qui vont faire que, avec tout ce que je t'ai présenté avant, tu vas comprendre pourquoi tu vas pouvoir maintenant réussir tes challenges prop firm à 90% de réussite. La première chose, c'est que maintenant, tu sais concrètement pourquoi le fonda, il va tout changer en trading. Ok. Premièrement, ça va te permettre de sélectionner les setups, donc moins de trades égale moins de risques. Jusque-là, c'est assez logique. Quand tu as un biais fondamental ultra clair, que tu filtres, au lieu de prendre 5 trades par jour dans tous les sens, tu vas en prendre un ou 2 dans la direction de ton biais. Et ces 1 ou 2 trades, ils ont un taux de réussite bien meilleur parce que forcément, tu as le vent dans le dos, tu es porté par justement le biais fondamental et le réel HTF sur le marché. C'est pas juste un faux mouvement de retracement sur une tendance en cours, ok. Et le truc, c'est que chaque trade que tu prends, c'est un risque de drawdown, et un trade en moins, en fait, c'est vraiment ce qui peut sauver ton compte. Parce que entre la différence, imaginons tu as 2 trades, t'es un compte à 100K, tu pars au début. Le premier trade, en fait tu vas le prendre en perte alors que tu devais pas le prendre, ça te met à moins 1%. T'en prends un deuxième que tu devais pas prendre, ça te met à moins 2, moins 2,5 avec les spreads, les commissions, etc. Là, tu as une bonne opportunité qui se présente, tu vas retourner à BE alors qu'avec l'autre, tu es déjà quasiment à 3%. Et donc en fait, c'est justement ce qui crame vos comptes prop firmes, c'est les erreurs liées à la stratégie, les trades qui ne fallait pas être pris, et c'est ça qui va vraiment, entre guillemets, vous faire mal sur les comptes prop firmes. La deuxième chose, c'est que tu vas savoir exactement quand ne pas trader. Et c'est ça le vrai pouvoir, parce que en fait, quand tu arrives sur ton calendrier économique, que tu vois, je sais pas, jeudi, double décision de banque centrale, Fed plus BOE, etc., tu sais que le marché il va être très rationnel, pendant quelques heures ça va partir dans tous les sens, et tu te dis mercredi, ok, je ne trade pas, c'est pas grave, tu vas protéger ton capital. Et la majorité des funded perdus, c'est des stats, c'est sur des jours de news, NFP, CPY, discours de Powell, etc. Et donc en fait, tu vas trader sans regarder le biais fonda, juste un beau setup, et puis bam, tu vas te faire balayer comme un con par un mouvement de 80 pips en 30 secondes, et là avec le slippage, tu te fais niquer ton compte. Et donc forcément le trader qui utilise ce que moi je t'ai présenté ici, il va trader avec un vrai biais fonda, et il va savoir que c'était un jour à risque, et donc il va pas rentrer en position ce jour-là. C'est jusque-là assez logique. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que le funded, on va le gérer comme un challenge. Il n'y a pas de différence, sauf le risque. Le problème de tout le monde, c'est que dès que vous allez arriver en funded, vous allez vous mettre plutôt une pression psychologique absolument énorme. Et c'est l'erreur que j'ai faite moi-même. C'est une erreur que j'ai fait plein de fois. J'ai changé d'approche une fois funded. Même tu deviens un peu plus fou, t'as un peu plus de pression, t'as l'appât du gain aussi, forcément. Et donc ça, c'est pas compatible avec le fait de durer sur le long terme. Et donc, avec le fondamental, t'as un process, il change pas. Le dimanche, tu fais ton analyse. La semaine, tu exécutes. Un challenge ou funded, c'est la même pipeline, c'est les mêmes trades. C'est exactement pareil, les mêmes fits, les mêmes trades, etc. Et justement, les prop firmes, elles adorent ça. Elles veulent de la régularité, pas un coup de chance. Et donc, un trader qui va faire 2, 3, 4, 5% par mois de façon constante, elles vont le garder, elles vont pas le ban, elles vont pas essayer de le niquer, entre guillemets. Là où un trader qui va faire 15%, moins 8, bam, truc, forcément, elles savent que c'est dangereux pour elles. Et donc, elles vont essayer de virer ça au maximum. Donc, voilà, je vais maintenant vous présenter ma semaine type en challenge, en prop firme, peu importe, sur mon trading. Le dimanche, j'applique ma pipeline à la lettre, ok? C'est-à-dire que j'ai mes 6 données, euro USD, GBP USD, le dollar, j'ai mon biais ultra concret, je sais exactement où
va aller le marché, etc. Lundi, mardi, j'attends, je regarde les réactions du marché, je laisse le prix venir à mes zones, etc. Lundi, je trade jamais. Mardi, ça peut arriver si le prix revient dans une zone pertinente et que j'ai une opportunité intéressante à prendre. Le mercredi, si c'est un jour de news, je trade pas. Si c'est calme, bah, je vais chercher mon setup dans le sens du biais. Ah, évidemment, j'ai une mécanique sur ma stratégie. C'est-à-dire que je vais pouvoir prendre des trades qui sont à l'inverse du biais, mais je le sais. Et donc, ça veut dire que je vais attendre beaucoup plus de confirmation. Je vais avoir un risque qui est inférieur. Je vais aussi avoir justement toute une partie sur les objectifs, plutôt sur justement mes take profits. Si on est en contre-fondage, je vais avoir des take profits beaucoup plus petits, vous voyez. Et donc ça fait partie de tout ça, évidemment. Et puis jeudi, vendredi, c'est les meilleurs jours souvent. Le marché, forcément, il digère les news de la semaine, il va respecter les différentes choses que j'utilise dans la stratégie, les templates intra-hebdomadaires, etc. Et puis là, c'est incroyable. Et donc en moyenne, chaque semaine, sur un challenge ou peu importe, je vais prendre entre 2 et 5 trades maximum. 5 trades, c'est vraiment que ça arrive quasiment jamais. Et en fait, ça suffit largement et je suis beaucoup plus rentable avec ça parce que j'ai moins de trades, j'ai moins de pression, j'ai moins de stop loss, j'ai moins de commission, j'ai tout ce que vous voulez en moins. Et chacun des trades que je vais prendre, il est aligné avec ma pipeline, avec mon biais, il est exécuté ultra proprement avec un risque qui est hyper contrôlé. Et c'est exactement à partir de ça que vous allez réussir à avoir un funded et le garder en faisant des payouts. Il y a uniquement comme ça, avec cette pipeline et en respectant ces principes-là, que vous allez réussir. Il y a un truc que personne vous dit, littéralement, je comprends pas parce que c'est justement assez logique. En challenge, ton ennemi, c'est vraiment pas le marché. En fait, c'est toi. T'es là, t'es devant ton écran, il y a rien qui se passe, t'as pas de setup et une petite voix dans ta tête, ça nous arrive tous, qui dit « Allez, prends un trade, sinon tu vas mettre 3 semaines à finir le challenge. » Alors imagine là, t'as une bonne opportunité, tu peux faire 5 heures, tu passes la phase 2, t'as le funded. Et donc en fait, c'est exactement à ce moment-là que ceux qui passent à l'action vont échouer et ceux qui utilisent toute la pipeline et le biais vont justement se protéger. Okay. Si ton biais il dit ultra haussier et que le prix il descend vers ta zone, mais t'y es pas encore, tu vas attendre. Tu vas attendre que ça respecte toutes tes confirmations mécaniques pour rentrer en position. Tu vas pas forcer les trades. Parce que si tu as confiance dans ton analyse, en fait, t'as pas besoin de trouver le trade parfait. Le trade, il va venir à toi tout seul via un setup ultra clean qui va respecter tout le plan que tu t'es fait avant. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence dans ton trading. Bon, on vient de passer plusieurs heures ensemble, quasiment 3 heures. T'es arrivé en te demandant si justement l'analyse fondamentale, c'était pour toi. Maintenant, t'as les 3 erreurs qui te font stagner et pourquoi justement c'était pas un problème d'analyse technique. T'as 6 données concrètes, gratuites, public que tu peux checker en 30 minutes tous les dimanches soirs. Tu as une pipeline complète du biais jusqu'à ton trade qu'on a fait ensemble avec des vraies données de cette semaine. Tu as les règles pour adapter tout ça à ton challenge propre firme et justement réussir à passer les comptes sans exploser ton drawdown. Et tout ça, c'est pas de la théorie, c'est exactement ce que moi je fais chaque semaine depuis des années. C'est pour ça que ça marche pour moi et c'est pour ça que ça marche pour des centaines d'élèves que j'ai accompagnés aussi. Évidemment, je vais être 100% honnête et transparent avec toi. Cette vidéo, elle va pas te rendre profitable. Aucune vidéo peut faire ça. Ce qui va te rendre rentable, c'est quoi? C'est de le faire. Donc dimanche prochain, pas un jour, dimanche prochain, tu ouvres le calendrier économique, tu regardes ces 6 données, tu reprends cette vidéo et tu poses ton biais. Lundi, tu trades dans une seule direction, c'est tout. Tu adaptes ton setup de mécanique d'entrée en position avec tout ça. T'adaptes tes targets, t'adaptes ton risque, t'adaptes les positions que tu prends. Si elles sont contre le biais, il faut que tu aies des confirmations ultimes pour prendre ce trade. Ok. Et si tu fais ça, c'est que tu es au-dessus de 90% des gens qui vont regarder cette vidéo. Parce que y en a qui vont se dire c'est intéressant, voilà, ils vont passer à la vidéo suivante. Et dans 3 mois, ils seront toujours au même endroit. Ils seront toujours au même stade. Alors que les 10% qui vont prendre 30 minutes tous les dimanches, soit pour le faire eux, soit pour voir la différence entre justement ce que moi j'ai fait et la leur pour essayer de s'améliorer. Parce que justement, je vous ai ouvert l'accès à mon canal où je publie ça toutes les semaines. Et justement, c'est pas magique. La première fois, tu vas justement douter un peu, etc. Tu sauras pas si ton biais il est complètement véridique. D'ailleurs, n'hésite pas à venir me parler sur les réseaux, me poser des questions si jamais t'en as par rapport à tout ça. Même les écrire en commentaire, c'est avec plaisir. Mais le truc, c'est que au bout de quelques semaines, tu sauras pourquoi le marché il va monter, pourquoi il va descendre, et tu auras une vraie conviction, une vraie confiance en tes setups, et c'est absolument ça que je recherche dans cette vidéo, et c'est ça que je veux que tu développes dans ton trading. Donc, si tu veux commencer dès dimanche, j'ai préparé 2 choses pour toi. La première chose, c'est ma checklist d'analyse, donc les 6 données, les liens directs vers chacun des sites, les questions exactes que je me pose, le template prêt à exécuter, donc vraiment le template que tu puisses le reprendre en fonction de ce que moi j'ai fait. C'est exactement le même document qui tourne chez mes 250 élèves, c'est celui que j'utilise. Pour ça, tu m'envoies checklist sur Instagram. Et si tu veux avoir accès à mon canal privé Algora Finance Fonda, chaque dimanche, un rapport
complet de 10 pages, un biais daily avec le biais sur le dollar, l'euro, le GBP du lundi au vendredi, et des flash news en temps direct avec 150 sources scannées par seconde, ok, je sais pas si tu te rends compte, où justement t'as que des news ultra importantes qui vont être publiées via ce canal. Donc c'est vraiment insane. Si tu veux avoir accès à ça, tu m'envoies biais, je te le donne gratuitement, je te donne gratuitement accès à ça pendant 4 semaines, et dans 4 semaines tu me diras si tu peux encore t'en passer. À mon avis je pense pas, mais le but de tout ça c'est que tu puisses justement step up, évoluer, et en espérant justement que tout ce que je t'ai donné là t'a vraiment aidé. J'aurais pu faire cette vidéo en 20 minutes, survoler complètement le sujet et mettre un titre putaclic et passer complètement à autre chose, mais j'ai choisi de passer plus de 7 heures à tourner cette vidéo parce qu'on se rend pas compte, mais ça prend vraiment du temps, plus la préparation, etc. J'ai passé plusieurs jours sur cette vidéo pour justement avoir quelque chose de dingue. Parce que le fondamental, ça s'explique pas en 20 minutes. Même là, je pourrais faire une vidéo de 10 heures si je le voulais. J'ai tellement de connaissances, de choses à t'apporter. Parce que forcément, je sais ce que c'est de galérer sur les marchés. Je sais que sans comprendre pourquoi le prix, il va quelque part, il fait quelque chose, tu peux pas vraiment savoir où ça va aller, ok? Et tu peux pas vraiment avoir de confiance ni de rentabilité. Et quand j'ai commencé à intégrer le fondamental dans mon trading, tout a changé. Pas du jour au lendemain, évidemment, c'est pas magique, mais trade après trade, semaine après semaine, mois après mois, j'ai arrêté de me battre contre le marché et de me faire absolument défoncer sans comprendre pourquoi. Et dans cette vidéo précisément, j'ai commencé à te le faire comprendre. Tu vas, au fil des jours, au fil des semaines, commencer à comprendre pourquoi l'euro il monte, pourquoi GBP il monte. Tu sais que quand les instits ils sont dans le même sens que toi, forcément ton biais il est clair, et que les setups, s'il arrive exactement dans ta zone avec les différentes confirmations que j'ai pu t'apporter ici, c'est le meilleur feeling. C'est le meilleur feeling et c'est incomparable par rapport à la stratégie que tu avais avant et celle que j'avais avant aussi. Mais je peux t'assurer que si tu intègres tout ça, forcément ça va faire exploser ton niveau. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite pour toi. J'espère que ça t'a plu. C'était Alex, n'hésite pas à t'abonner. Ciao.